Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir avec nous Romain Bailleul, qui est le cofondateur de Lamine.io et Tirop.io. Aujourd'hui, il est venu avec un nouveau branding, il n'a pas sa casquette, il va nous expliquer pourquoi au fur et à mesure de l'épisode. Romain, comment ça va? Bah écoute, la forme, hein, comme un lundi, on est là à fond, et toi? La grande forme, prêt pour aller déchirer cette semaine, pour mettre un max de choses en place, pour avancer et hâte de discuter avec toi, Romain. Je sais que tu es acteur très actif, très actif du Web3, tu es un passionné, ça fait super plaisir. Toi, ça fait combien de temps que tu es tombé du coup dans le Web3 ou comment est-ce que tu en es arrivé jusqu'à faire ces deux belles boîtes? Bah écoute, moi, premier coup de foot technologique, parce que je l'appelle vraiment comme ça, c'est un coup de foot technologique avec le Bitcoin, c'était plus aux alentours de 2016-2017. À l'époque, j'ai passé pas mal de nuits blanches aux grandes dames de mon ex-compagne de l'époque, qui ne comprenait pas pourquoi j'avais une nouvelle lubie. Tu sais, genre, après la mécanique quantique, après l'Antiquité, ça y est, t'as encore entre guillemets, un nouveau délire. Et puis, j'ai vraiment adoré le concept, tu vois. Enfin, monnaie limitée, contrairement à la monnaie fiat qui était illimitée. C'est comme si j'avais un peu trouvé, j'ai tiré sur le pompon, tu vois, et j'ai dit, ah, ça y est, j'ai trouvé la réponse à une problématique sociétale, problématique globale, problématique monétaire. Et puis, j'ai un peu mis ça de côté par rapport à des sujets perso, etc. Et je suis revenu vraiment full-time en 2019. Donc là, ça fait ouais, un peu plus de 4 ans, 4 ans et demi que je suis vraiment à fond sur la blockchain. Ok, ouais, trop bien. Donc, avec vraiment cette envie de contribuer à l'écosystème et de faire grandir, parce que, enfin, on va commencer par ça, on peut commencer en tout cas par ça, par justement cet incubateur, donc Lamine.io, qui justement, on va dire, contribue d'une façon ultra active, parce que il y a les gens qui peuvent monter leur boîte d'un côté, mais toi, tu es vraiment un accélérateur. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup par rapport à tout ça, à ce projet? Ouais, bien sûr. Bah, j'ai eu des expériences diverses et variées dans le milieu des startups, avec des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire, etc. Donc, on a appris un peu dans le dur. Mais bon, l'entrepreneuriat, on sait que c'est ça, hein. La théorie, c'est bien mignon, mais c'est quand tu vas au contact de ton marché, quand tu vois dans la réalité du terrain ce qui se passe, que tu apprends. C'est vraiment test and learn. En tout cas, c'est vraiment notre philosophie. Et puis, horizon été 2022, j'étais là, on discutait du coup avec Éloi, que je salue hein, quand il nous regardera, qui est mon associé chez Lamine. On se posait un peu la question, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on remonte un projet? Enfin, on n'était pas trop sûr de ce qu'on voulait faire. Et puis à un moment donné, on s'est dit, bah, ça pourrait être intéressant d'apporter de la valeur à des porteurs de projets en leur apprenant un petit peu, enfin les accompagnant sur leurs différents enjeux. Et on est arrivé vraiment humblement hein, sur la pointe des pieds au départ en voulant monter une agence d'accompagnement de consulting Web3. Et puis, pas après pas, on a fait pas mal de pro bono aussi. On a accompagné des startups gratos juste pour voir si on racontait pas des bêtises et si peut-être qu'il y a des gens qui pourraient nous payer pour ce qu'on raconte. Ça avait été validé. Et puis, du coup, on a eu pas mal de retours de porteurs de projets, de pairs d'écosystèmes qui nous ont dit, mais en fait, vous êtes un incubateur. Et à force de l'entendre, on est un peu des marketeurs. Donc, on s'est dit, bah, si le marché nous dit ça, c'est peut-être qu'ils ont raison. Donc, on a commencé sur un branding très branché incubateur Web3. On a commencé à accompagner des startups très early stage, tu vois, très jeunes, avec vulgairement un PowerPoint ou pas, ou une idée dans la tête, et il faut mettre l'idée à la tête sur papier, il faut commencer à structurer un pitch deck, commencer à réfléchir à un white paper, etc. etc. Et puis, chemin faisant, c'est vrai qu'on a commencé à avoir le bouche à oreille qui faisait son effet. Moi, j'étais quand même assez visible aussi sur différents événements où j'étais speaker des fois, modérateur, j'ai fait une conférence TEDx. Bon, c'est vrai que j'essaie d'avoir une certaine visibilité qui apporte aussi de plus en plus de leads. Et là, à l'occasion du dernier événement dans lequel on était cette fois en simple visiteur à Cryptoxer, on a fait un nouveau branding où là, c'est plus le hub New Tech. On a enlevé le mot-clé incubateur parce que la raison, c'est que ce n'était pas forcément assez clair dans la tête des gens. Incubateur, donc vous êtes public, donc vous avez des subventions, donc ceci, donc cela. Il y a aussi l'émergence de l'intelligence artificielle, même si moi je ne me prétends pas expert en IA comme certains qui étaient consultants en blockchain avant-hier et experts en IA hier. Je ne cite personne, mais bon, je mets un petit pavé dans la mare. Mais de fait, voilà, même l'IA, c'est aussi un sujet pour nous, le B2B, le gros hacking, le no-code.
Donc finalement, pour nous, le mot-clé incubateur était trop réducteur. Donc là, c'est le hub New Tech et le mot-clé Web3 était aussi pour nous trop réducteur, dans le sens où on est aussi à l'aise sur le no-code, sur l'intelligence artificielle, sur d'autres sujets. Donc effectivement, on a un peu oublié le terme incubateur Web3, mais finalement, bon, bah, dans notre quotidien, on continue de la même chose, c'est-à-dire accompagner des startups et aussi des PME. D'ailleurs, ça, c'est un peu la nouveauté sur le début 2024, dans leur structuring. Donc, c'est quoi le structuring? C'est les roadmaps financières, c'est les levées de fonds, c'est l'onboarding. Quand je suis une startup, que je suis à 3 et que je passe à 15 en 2 mois parce que j'ai levé 2 millions d'euros, bah, je fais comment? Parce que bah, y a beaucoup de startups, en fait, souvent elles explosent en point vol parce qu'elles n'arrivent pas à transmettre la culture d'entreprise, transmettre les outils, faire en sorte que bah, quand tu as un nouveau collaborateur qui arrive, que ça soit bien balisé, bien jalonné. Bah, nous, on intervient aussi sur les sujets de go-to-market, sur les sujets d'acquisition. Enfin, en bref, on a un petit peu les coachs, les tontons, les advisors. Utilise le mot que tu veux pour des startups déjà dans un premier temps. Web3 principalement et blockchain, forcément. Et la nouveauté, c'est que maintenant aussi, on propose ce type de service maintenant à des PME, à des entreprises qui sont déjà constituées. Parce que finalement, c'est quoi une startup? C'est une entreprise qui n'est pas encore rentable. Point. Ouais, c'est une entreprise qui fonctionne avec des levées de fonds, avec des choses tant qu'elle est pas rentable. C'est comme ça qu'on considère une startup. Ah, c'est super intéressant, Romain, ce que tu dis. Et donc, du coup, j'imagine, parce que tu l'as pas dit, mais j'imagine que tu peux faire aussi des mises en relation avec des investisseurs, tu peux faire des mises en relation avec des mentors, parce que tu as, voilà, un gros portefeuille, énormément de connaissances. Et donc, au-delà de juste l'accompagnement, il y a aussi la possibilité pour toi de faire des mises en relation pour aider ces sociétés à grandir, à être rentables. Super objectif. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu as un chiffre que tu veux partager? C'est secret, parce que je sais qu'il y a des incubateurs qui ne partagent pas tout le temps, sur le nombre de startups que tu as pu accompagner en officiel et en non officiel, hein, parce qu'on sait que des fois, on accompagne des gens sans même qu'ils soient incubés, et j'imagine que tu dois le faire tous les jours. Donc, est-ce qu'il y a des chiffres pour ça? Ouais, enfin, nous, on est vraiment sur un process artisanal, hein. Enfin, et encore, je suis assez fier de le dire, tu vois, dans le sens où nous, c'est vraiment d'accompagnement, c'est d'individualisation. Donc, nous, on fait pas du volume. On a dû accompagner, je pense, au total, peut-être une quinzaine, une vingtaine de startups depuis nos débuts. Ah ouais, quand même. Et oui, enfin, après, tu vois, il y a eu des missions d'accompagnement qui étaient un peu plus ponctuelles. Il y en a bah, là qu'on accompagne déjà depuis pas mal de mois et qu'on suit au fil de l'eau. Donc après, il y a eu différentes modalités d'accompagnement. Tu avais certains porteurs de projets, ils avaient juste besoin à un moment donné peut-être de retoucher leur pitch deck. Et puis après, ils se sentaient assez à l'aise pour avancer. Il y en a d'autres, on a intervenu de manière ponctuelle pour d'autres sujets. Donc vraiment, c'est vraiment du cas par cas. Il y a pas, comment dire, il y a pas du Ok, ok. volume comme on retrouve chez certains de nos confrères. Et tant mieux pour eux. Mais nous, on est vraiment plus sur de l'individualisation et du cas par cas. D'accord. Et j'imagine que c'est essentiellement des sociétés qui sont dans le Web3 ou ça peut être aussi, tu es ouvert à des sociétés qui sont hors du secteur? Alors, initialement, on était vraiment full Web3. Mais effectivement, on s'ouvre de plus en plus parce que on se rend compte finalement qu'une startup, ça reste une startup. Enfin, tu as les mêmes enjeux, tu as les mêmes problématiques. On a quand même pas mal d'expérience dans la partie sales, dans la partie B2B, dans les SaaS, dans le growth hacking. Donc, le growth hacking, je précise, hein, parce que je ne connais pas forcément le niveau de nos auditeurs, c'est un mot-clé qui veut dire pirater la croissance. Donc, le growth hacking, c'est comment, avec le minimum de résultats, avoir le maximum le minimum de moyens, avoir le maximum de résultats. Donc, on peut avoir des outils d'automation, on peut avoir des stratégies. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'outils et d'astuces pour pouvoir faire un peu de growth hacking. C'était un mot-clé un peu vulgaire. Enfin, c'était mal vu en 2019-2020. Growth hacking, ah, t'es un pirate de la Ouais, croissance. bah hacking, forcément. Ouais. Mais maintenant, c'est devenu un mot-clé de plus en plus connu. Donc, on fait aussi du gros hacking. On est très branché aussi no code, des outils comme Notion, etc., qui nous permettent, nous, de nous organiser, qui permettent aussi d'accompagner nos clients dans l'accompagnement. Donc, c'est vrai que là, aujourd'hui, on est un peu en train d'ouvrir un petit peu à d'autres types de cibles, même si, effectivement, initialement, on était très branché Web3 et blockchain. Et je dirais même plus blockchain que Web3. Parce que nous, ce qui nous intéresse vraiment chez la mine, et c'est nos valeurs, et ça, c'est important pour nous, c'est la partie cas d'usage. C'est-à-dire à quoi ça sert. Et c'est vrai que nous, on a quand même un gros intérêt pour les sujets, les projets qui apportent une valeur dans la vie de tous les jours. Et je dirais même, et même surtout,
des projets dont finalement tu ne connais pas la technologie, tu n'as pas besoin de le savoir, mais c'est utile pour toi. Moi, je parle souvent de Madame Michu dans tous les lives, dans toutes mes conférences, je parle de Madame Michu. Donc, Madame Michu, c'est un peu la française moyenne. Moi, je me dis toujours, OK, est-ce que ce projet-là, Madame Michu pourrait l'utiliser sans même savoir la technologie qu'il y a derrière? Est-ce qu'elle pourrait se dire, ah ouais, c'est utile pour moi et très vite, je vais l'utiliser? Moi, je me pose toujours cette question-là. Bon, c'est moins le cas sur la DeFi, forcément. Madame Michu, elle va peut-être pas aller sur la DeFi. Mais moi, j'aime bien me poser la question-là, de me dire, OK, ma grand-mère, ma cousine, etc., ces personnes-là qui n'y connaissent rien à la blockchain, bah, comment ils vont pouvoir l'utiliser finalement sans même le savoir? Et ça, c'est des projets qui nous importent beaucoup. On est très branché aussi tous les projets Impact, pardon, projets RSE, projets solidaires, projets sociétaux, projets pour le climat, etc. Je vais dire, si demain, il y a un porteur de projet qui veut tokeniser du pétrole, bah, qui viennent pas me voir, quoi. Enfin, parce que c'est pas. Nous, on est vraiment tech for good, tech for human, la technologie au service de l'humain, et non l'inverse. Tu vois, on n'est pas en train de se dire que bah voilà, on va avoir notre Apple Vision Pro connecté à une puce dans le cerveau, relié à la blockchain et qu'on va tous vivre dans un métaverse. Non, on est des passionnés de tech, mais la tech, elle doit servir d'abord à l'humain et améliorer la situation existante. Donc ça, c'est des valeurs qui sont très importantes pour nous. Et des autres valeurs aussi chez la mine, on le dit souvent, on le répète, on travaille avec des humains, pas avec des projets. Et ça, c'est important parce que finalement, quand tu as le meilleur projet du monde, mais qu'au niveau humain, tu as des personnes porteurs de projets qui ne savent pas se remettre en question, qui ne savent pas se prendre des coups, qui ne savent pas écouter quand ça gratte et quand on leur dit des choses qui ne sont pas forcément agréables, ben on n'ira pas bien loin. Et il vaut mieux même qu'on ne travaille pas ensemble. Par contre, des fois, tu as des projets, tu vois, bon, c'est un peu bancal, il y a beaucoup de travail à faire, il faut changer de positionnement. Mais en face, tu as une équipe vraiment de valeur. Ils savent encaisser les coups, ils savent écouter, ils savent se remettre en question. Et là, ça peut être intéressant, on peut aller plus loin. Ok, trop intéressant. Et donc du coup, c'est bien clair, mais c'est super ciblé. C'est de la création jusqu'à la levée. Donc c'est les sociétés qui sont plutôt en phase de pré-seed, voire de seed, voire limite, comme tu le disais, c'est un PowerPoint et une idée. Et après, c'est un accompagnement global qui peut durer, j'imagine, 12 à 12 mois, voire plus. Ça dépend un petit peu des sociétés. Et quand vous accompagnez des sociétés, comment ça se passe? Est-ce que vous les facturez mensuellement? Est-ce que vous prenez des parts? Est-ce que c'est un peu au cas par cas? Comment vous fonctionnez pour ça? Parce que chaque service est bien sûr payant et j'imagine que tu ne travailles pas gratuitement. Ben non, comme tout le monde, il faut bien remplir le frigo, payer l'URSSAF, la TVA et tout le team. Ouais, donc en fait, nous, on commence souvent par une première formule où on va commencer à mettre en place une sorte d'heure de coaching hebdomadaire. On va commencer, qui permet aussi une facturation qui est aussi cohérente avec la trésorerie des startups qui démarrent, parce que c'est aussi ça, aussi notre légitimité, c'est qu'on a été de l'autre côté de la barrière, on sait ce que c'est de compter un sou. Donc nous, on a un premier module d'accompagnement où on commence par un premier mois, on propose que 4 heures de coaching, donc 1 heure par semaine. Ça permet aussi un petit peu de mettre en place la relation de confiance, de voir un petit peu les besoins, de se cibler. Après, pour nous, dans l'idéal, le mieux, c'est quand même un accompagnement sur du long terme, donc avec une facturation mensuelle. Et après, effectivement, nous, au cas par cas, si à un moment donné, je sais pas, il y a besoin d'un gros rush, il faut préparer une levée, il faut ci, il faut là, là, on peut intervenir aussi. Et effectivement, nous, notre valeur, elle est vraiment dans la qualité de notre accompagnement, dans ce qu'on raconte et dans les choses qu'on met en place. Mais pour faire écho à ce que tu racontais tout à l'heure, et c'est tout à fait vrai, il y a aussi la force de notre réseau. C'est vrai que moi, c'est vrai que ça fait depuis pas mal d'années là maintenant que je suis full-time dessus. Et je précise bien, c'est une chose différente, c'est que tu as des gens qui disent « Ah ouais, je suis dans la crypto depuis 2015. » Ok. Et tu as monté une boîte depuis quand? Ah bah non, j'ai pas monté de boîte. Ou non, j'ai monté ma boîte il y a 2 mois. Ah ouais, mais c'est pas pareil, frérot, tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil que de te lever du matin au soir, de rencontrer tout l'écosystème blockchain du matin au soir, que, excuse-moi du terme, je vais dire avec un peu avec humour, mais que de faire du trading en slip devant son ordinateur, tu vois. La Non, mais c'est différence. comme la personne qui te dit je suis dans la crypto depuis 2015 et puis en fait il a mis 100 euros sur Coinbase ou Oui. Binance et il part du principe qu'il est dans la crypto puis il attend que ça se passe. On est C'est d'accord. ça. Donc, c'est pour ça que je précise bien que moi, 2016-2017, c'est ma première rencontre avec le Bitcoin. Par contre, 2019, effectivement, là, j'étais full-time. Bon, tu vous imaginez bien, depuis toutes ces années-là, j'en ai fait des rencontres, que ce soit en présentiel, en visio, dans des conférences, dans des événements, etc. Et tout ça, c'est un réseau quantitatif, parce que c'est vrai que j'ai quand même un carnet d'adresses quand même assez solide, mais surtout qualitatif. C'est-à-dire que effectivement,
Bon, moi, je suis pas un annuaire et je vends pas le fait que je suis un annuaire. Mais clairement, des fois, tu vois, j'ai des clients ou des partenaires qui ont du mal à avoir tel ou tel type de rendez-vous. Je passe un coup de téléphone, c'est quelqu'un que je connais bien, qui a souvent un agenda surbooké, mais ça, un côté qualitatif dans la relation qui fait que je lui dis, bah, écoute, vois telle personne de ma part, ok, vas-y, Romain, je te fais confiance, je te prends le rendez-vous dans l'agenda. Donc, effectivement, on peut solutionner ici pas mal de choses. On a effectivement aussi une grosse visibilité sur la partie, on va dire, outils et faisabilité. Si demain, on a besoin de quelqu'un, enfin, quelqu'un a besoin de crypto fiat sur sa plateforme, en faisant des transferts entre les deux, ben, on passe quelques coups de téléphone, on a la solution. S'il faut lancer une marketplace NFT en no-code, on a la solution. S'il faut faire du no-coding de collection NFT, on a la solution. Tu vends des meubles en Afrique et tu voudrais une solution de traçabilité, bah, je passe un coup de téléphone, j'ai le partenaire qui peut mettre en place un QR code qui permet de faire la traçabilité et la propriété du coup de ton meuble. Donc on a aussi toute cette galaxie finalement de doueurs, de builders qu'on peut adresser pour aller faire des fois gagner 6 mois, 1 mois, 1 an sur la roadmap pour pouvoir aller chercher sa preuve de concept ou son MVP le plus tôt. Et au plus tôt on fait ça, bah, au plus vite on peut toucher le marché. Quitte à après à redévelopper soi-même avec des développeurs une fois qu'on a levé des fonds la solution en direct. Mais donc effectivement, on a ce carnet d'adresses, même si on n'est pas des leveurs de fonds, c'est pas notre métier. Nous, notre métier, on a des business angels, des VC, et on ouvre notre carnet d'adresses auprès de nos clients, mais c'est un autre métier. Et une fois que les projets sont préparés, effectivement, on ouvre notre carnet d'adresses aussi sur les levées de fonds. Donc, ça fait partie effectivement du package, même si notre valeur elle est plus sur l'accompagnement. Ouais, mais je suis 100% d'accord avec toi. Aujourd'hui, le réseau, en fait, c'est vraiment un accélérateur, on va dire, de choses, mais ça doit pas être la base. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir des compétences, des skills, des choses que tu peux implémenter directement. J'ai envie de dire des principes actionnables, parce que comme tu dis, je suis pas un annuaire, sinon tu fais une plateforme de mise en relation Web3, j'ai besoin de mecs, je le fais là, etc. Mais c'est pas du tout, c'est pas du tout le cas. Alors que oui, le fait de mettre en place des actions, et j'ai vu d'ailleurs, et c'est super intéressant sur votre site, où vous avez vraiment cet aspect. Nous, on a une méthode avec les 4 piliers qui sont super bien expliqués. C'est ça qu'on met. Et si derrière, par-dessus, il faut, comme tu dis, passer un coup de fil, envoyer un email, saupoudrer avec un petit peu de réseau, bah, évidemment que vous allez le faire. Mais c'est au-dessus, on va dire, c'est le top, au-dessus de vraiment les fondations, ce qui va permettre d'ancrer une boîte dans le long terme et vraiment de la développer. Parce que le réseau, encore une fois, c'est pas ça qui va développer la boîte. Ça peut donner un peu des raccourcis, ça peut un peu donner un peu des accélérateurs, mais tu dis pas, bah voilà, je connais tout le monde, je vais créer une boîte, je vais juste passer des coups de fil aux gens, quoi. Ouais, et puis d'ailleurs, une mise en relation, il y a aussi une question de timing. C'est pas forcément toujours une bonne chose d'apporter le contact à un moment donné. Je veux dire, Ouais. tu as des contacts que j'ai, tu qu'une chance. C'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont pas de temps. Bon, moi, j'en ai pas beaucoup, mais bon, toute personne n'a de temps dans l'entrepreneuriat, mais tu as des personnes comme ça, ils sont là, ils voient défiler plein de projets. Si j'apporte ce contact-là, il faut être vraiment armé. Et d'où notre travail en amont, que j'appelle un petit peu d'habiller la mariée, de faire en sorte que le projet soit sexy, désirable, que la roadmap soit claire, etc. Et du coup, je préfère des fois dire non. Le contact, tu ne l'as pas maintenant. On va continuer à travailler ensemble. Il manque ça, ça, ça et ça. Parce que si je te le file maintenant, non seulement tu vas te griller et tu perds le contact, mais en plus, moi, je risque de me griller. Donc, on est Mais deux toi, perdants. Et ouais. si moi, je perds le contact, je ne le perds pas qu'une fois. Je le perds fois 15, 20, 30, 50 avec toutes les autres personnes que j'aurais pu recommander. Donc moi, effectivement, la recommandation, c'est toujours à double tranchant. Ça peut être très bien quand tout va bien et ça peut être très négatif pour tout le monde quand tout va mal. Donc c'est la raison aussi pour laquelle, quand je fais une recommandation, je la fais vraiment propre. Je préviens la personne en amont, je prépare le terrain. Et du coup, au moment donné où les gens se rencontrent, chacun de son côté sait qui rencontre, pourquoi, et rendez-vous se fait naturellement. Ouais. Aujourd'hui, le réseau, c'est vraiment un actif, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut entretenir. Et il y a des façons de faire. Et d'ailleurs, moi, je suis curieux de savoir parce qu'on a eu quelques invités, justement, qui sont notamment dans les relations publiques, etc. Donc, qui font du networking à longueur de journée, qui entretiennent le réseau. Et je suis curieux parce que je trouve que chacun a un petit peu sa recette. Il y a 2 phases, il y a le créer et l'entretenir. Chacun a un petit peu sa recette. Toi, aujourd'hui, c'est quoi pour toi ta recette
si tu as envie de la donner ou d'une façon ou d'une autre, pour créer du réseau et tout simplement l'entretenir pour que derrière, quand on a besoin, parce que le réseau, c'est pas juste, ok, je connais un gars, le lendemain, je l'appelle, etc. Quand on a besoin, tu puisses l'actionner et qu'il puisse aussi t'aider et t'apporter quelque chose. Bah là, du coup, je vous lâche une exclue. Je pensais pas en parler. Ah Mais ah. ouais, bah du coup, j'ai mon associé Éloi qui a bossé sur un super outil qu'on avait discuté ensemble. On s'était dit, bah tiens, mais qu'est-ce qu'on a besoin? Il faudrait un outil, un peu la notice de la vie. Quelque chose qui te permet de timer ton temps, quelque chose qui permet de gérer tes relations, de dire, bah j'ai des ambitions, à 20 ans, je vais être business angel, à 30 ans, je vais monter une fondation. Enfin, tu vois, vraiment, un peu, tu vois, le tout en un Ok. de ta vie. Et du coup, il est en train d'avancer sur une version là qui n'est pas encore en version finale, qui est un outil qui s'appelle UMindMap. Human Mind Map, Ah, You Mind Map. Donc, c'est un peu you un mind. jeu de mots entre la Ok. mind map de l'humain. Et en fait, l'idée, c'est vraiment ton cerveau, ton CRM, ton cerveau humain. Tu vas mettre derrière, dedans, en fait, bah, toutes tes relations partenariales, etc. Et du Trop coup, bien. effectivement, on est en train d'utiliser cet outil un peu en off, juste pour nous. Donc, on est en train de Trop le cool. backtester, d'améliorer. Et donc, dans l'idée, à terme, bon là, il n'a pas encore la version finale, mais du coup, tu vas pouvoir gérer tes relations partenariales, personnelles ou autres, selon différents niveaux de priorité. Et derrière, tu vas pouvoir mettre tous les anniversaires, des informations clés des différentes personnes, la date de mariage, Génial. et te mettre des notifications. Et dans l'idée, tu vas pouvoir remettre de la valeur dans ces relations-là en ayant le petit mot pour l'anniversaire qui va bien, en ayant le petit mot Génial. et du coup pouvoir enrichir ces relations-là de manière qualitative et finalement de manière assez fluide. Donc du coup, il y a une partie CRM pour gérer son business, il y aura une partie agenda qui sera aussi intégrée, il y a aussi une partie pour développer sa spiritualité, développer son sport. Tu vas pouvoir aussi avoir un système de notation de ta propre vie où, par exemple, tu vas arriver le matin, est-ce que j'ai bien dormi autant de pourcents, est-ce que machin, Hmm. un peu Ouais. comme si tu allais gamifier ta vie. Je Ouais. ne sais pas si vous avez connu à l'époque les Sims, tu avais des barres de progression au-dessus de ta tête et des barres de bonheur, etc. Mais en fait, on va un peu reproduire le concept des Sims directement dans ta propre vie et tu vas pouvoir avoir un tracking de ta propre vie. Donc, imaginons dans 5 ans, dans 10 ans, tu vas pouvoir revenir sur aujourd'hui et dire ah bah tiens à l'époque là ah ouais le sport j'étais à 10% machin et du coup l'idée c'est vraiment d'avoir une sorte de carnet de suivi de ta propre vie et donc ça fait Ouais. partie des outils des outils que j'utilise en off aujourd'hui pour pouvoir gérer mes relations et les entretenir de manière qualitative. Ah, génial. Ah, incroyable. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens il y a des gens qui fonctionnent avec des carnets, il y a des gens qui font Aussi. des Google Sheets, etc. Enfin, il y a des gens qui s'organisent, mais il n'y a pas encore l'outil, comme tu dis, qui te permet aussi de te reposer sur un système où justement, parce que on le sait tous, hein, le cerveau il est très fort pour avoir des idées, mais il n'est pas fort pour retenir. À un moment donné, tu peux pas retenir toutes les informations du monde. Et en tout cas, au niveau relation, si tu es capable aujourd'hui de dire, OK, je rentre dans ce système, c'est telle relation, elle est plus ou moins éloignée de moi à un certain degré, voici les informations que j'ai, voici un peu les dates clés. Donc, surtout, tu m'y fais penser. Et peut-être même de temps en temps, je ne sais pas si c'est une feature que vous voulez mettre, mais cette personne, elle est dans telle branche, de temps en temps, de lui apporter de la valeur sur sa branche, sur son domaine, bim, à une fréquence dédiée, ça peut être aussi incroyable. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire en tout cas, c'est de temps en temps dire ah, ok, toi, une personne qui est dans je sais pas, je dis n'importe quoi, l'agriculture, je vais connecter de temps en temps en lui disant hey, j'ai vu ce truc sur l'agriculture, je pense que ça pourrait t'intéresser. Tiens, belle journée, sans forcément rien attendre en retour, juste pour donner de la valeur. Je trouve que c'est une façon en tout cas cool qui, moi, m'a servi pour entretenir le réseau. Ouais, clairement. Et puis après, tu peux très bien avoir, à terme, on imagine, tu vois, chaque personne qui gravite dans ta vie, hein, tu vois, je rappelle, bon, alors, c'est vrai, c'est pas vrai, mais il y a cette phrase, on dit souvent, on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus régulièrement. Du coup, tu pourras éventuellement faire une sorte de mini CRM en disant effectivement, bah tiens, telle personne elle aime la chasse, bah c'est l'ouverture de la chasse. Hey, coucou, j'ai vu que c'était la chasse. Et c'est assez naturel, mais tu auras des notifications, des choses qui vont faire penser aux gens. Et on sait très bien, les gens adorent parler d'eux et adorent qu'on parle d'eux. Donc en fait, tu arrives en disant, en ayant un petit élément effectivement qui les interpelle. Ça c'est banco. Moi, je me rappelle d'une de mes alternantes il y a quelques années maintenant. C'était à mes débuts, c'était en début entrepreneuriat, c'était en 2019. Et elle commence à me parler un peu de ses origines. C'était une jeune fille d'origine maghrébine. Et à un moment donné, elle commence à me parler. Elle me dit oui, je suis d'origine berbère. Et je lui dis, mais sauf erreur de ma part, on ne dit pas Amazir.
Et elle m'a regardé, elle était scotchée, elle me dit ah mais t'es le premier français entre guillemets, enfin le premier blanc, enfin dans sa façon de dire les choses, hein, c'était pas. Elle me dit t'es le premier qui connaît ce mot-là quoi. Et du coup tout de suite on a créé une relation finalement assez forte parce que je connaissais un peu l'histoire au niveau culturel. Bon, j'ai pas fait une thèse sur le sujet, hein, mais je connaissais un petit peu l'historique derrière les Amazirs, les Berbères, les Chleux, etc. Et du coup je connaissais des éléments de sa culture qui ont fait que tout de suite on a créé une relation qui était assez intéressante et on s'est très vite très bien parlé. Et quand tu as des éléments comme ça, finalement, que tu as appris pour ta culture générale ou autre, et qu'en fait, c'est quelque chose qui est important pour la personne, directement, tu vas connecter, tu vas rentrer directement dans son espace de confiance. Donc ça, c'est des éléments aussi qu'on voudrait intégrer dans l'outil afin de créer des relations qui soient aussi plus vraies, plus qualitatives et plus durables. Incroyable. Moi je connais déjà quelqu'un qui est intéressé par ton outil. Ça, déjà, j'ai quelqu'un dans mon réseau qui peut être vite très intéressé. Et moi, personnellement, ça m'intéresse aussi beaucoup. Donc, dès que tu as le lien, dès que c'est prêt, Avec plaisir. n'hésite pas à nous l'envoyer. En tout cas, avec grand plaisir, Romain. Et puis, bravo, parce que c'est une super bonne idée, effectivement, de pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui essayent de faire des choses, notamment dans cette partie-là. Effectivement, il y a des CRM, il y a des outils, mais peut-être pas aussi complets que ce que tu es en train de développer. Donc, ouais, bravo, vraiment bravo pour ça. J'ai une question liée à tout ça. On voit que tu as plein d'idées, tu fais 1000 choses en même temps. Je pense que tu dois être un peu hyperactif dans l'âme, je pense. Hein. C'est un peu mon idée. Et au-delà de toutes les choses que tu fais, on sait que tu fais aussi de l'enseignement en école supérieure, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Ouais, bien sûr. En fait, déjà, moi, c'est quelque chose qui est arrivé assez récemment, finalement, dans mon parcours. Enfin, ça arrivait fin de l'été dernier, au mois de juin. Au départ, j'y suis allé un petit peu les pieds en arrière, on va dire, parce que j'étais pas forcément le meilleur étudiant au monde. Ouais, j'avais des très bonnes notes quand j'étais à l'école, hein, c'est pas le sujet, mais j'étais souvent un peu distrait, ça allait pas assez vite pour moi, j'étais toujours oublié de faire des choses à côté, donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire en tant qu'enseignant, quoi. Et j'avais refusé l'opportunité 3-4 fois parce que finalement, je me sentais pas à la place. Peut-être un petit syndrome de l'imposteur qui traînait. Il en restait peut-être encore un peu, que sais-je. Et puis j'ai fini par accepter. Et finalement, des super découvertes, hein, vocation, j'adore ça. Quand tu vois la lumière dans les yeux des étudiants, c'est génial. Et puis même le côté aussi rétrospectif, quand en 2016-2017, je faisais mes premiers apéros crypto, on était 4-5. On était contents, enfin 4-5 déjà, c'était énorme. Là, tu as des événements Auxerre, à Lille, à Paris, des événements à plusieurs milliers de personnes. J'enseigne la blockchain en école supérieure. Bon, tu vois, quand je reprends quelques années en arrière, on me disait, mais Romain, tu es complètement fou de te lancer dans l'entrepreneuriat, dans ta monnaie de l'Internet, là, ta monnaie de terroriste, ton Bitcoin, ça sert à rien, ton Bitcoin. Ouais, quelques années après, maintenant, je l'enseigne. Après, on n'enseigne pas que le Web3 et la blockchain, hein. On enseigne aussi, tu vois, la data, le sales. On est aussi pas mal sur la partie gestion de projet. La semaine dernière, on a fait un hackathon super intéressant avec des étudiants de l'Université catholique de l'Ouest. D'ailleurs, j'avais été sollicité par notre ami Martino Bettucci, qui est un ponte sur la partie formation et qui a fait des événements, etc., et qui est un des vrais tueurs de l'écosystème dans l'IA et le Web3 en France. Et on a fait un hackathon, rien à voir avec le Web3 et la blockchain, il devait faire un événement. Donc en fait, on est arrivé le matin, enfin, on est arrivé la veille au soir, on a dormi 4 heures, et le matin, on arrive, 80 étudiants. Bon, voilà, vous avez une journée. À la fin de la journée, vous devez nous sortir une présentation Canva avec une étude de marché, un événement, une cible, un budget, etc. En une journée, à des L1. Donc, des tout petits, hein, des tout jeunes. Hein. Les L1, ils sortent du bac. Hein, donc, ils arrivent, il faut tout leur apprendre. Et puis, mission réussie. Hein, tous les groupes nous ont sorti des pitchs de qualité. Et du coup, il y en a même il y a même un des événements qui va être fait en vrai. Martino, c'était sa promesse. En mode, battez-vous, le meilleur des groupes, l'événement sera fait. Donc, voici parmi les choses qu'on peut mettre en place. On a déjà fait bosser aussi nos étudiants sur des chatbots reliés à l'IA. Ok, comment on fait, comment on gère les datas, comment on gère la partie réglementation. Est-ce qu'on met un chatbot ou est-ce que c'est plus un outil de segmentation client? Donc voilà, toute cette réflexion-là derrière sur finalement qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais.
Donc, on a différents modules d'intervention. Donc, c'est vrai que ça arrive là, en cours magistral. Là, je redescends encore la semaine prochaine, fin de semaine, pardon. Je redescends à Paris pour des étudiants en FinTech. Donc là, c'est full magistral. Des fois, on est en mode gestion de projet. Des fois, c'est des masterclass. Et là, derrière, il y a aussi un module là, qu'on a lancé, qu'on est en train de lancer là, qui va vraiment plaire. C'est un module qui s'appelle Trouve ton alternance. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'étudiants qui foutaient en l'air leur année, tout simplement, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver une alternance. Et du coup, on a développé un module à base de prospection automatisée sur LinkedIn, de publication, etc., pour que les étudiants puissent avoir le choix de leur alternance et non pas, à la dernière minute, passer des coups de téléphone à l'arrache, apeurés, en larmes, parce que sinon l'année est foutue. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, en fait, c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure, mais vraiment le côté entrepreneurial en mode, j'ai un problème, je résous le problème pour moi et après, je me rends compte que ça sert à d'autres. Tout comme Tyrock, la petite histoire, c'est que moi, j'ai déjà eu aussi des problématiques pour acheter la maison, pour la revendre. J'étais embêté à l'époque, embrouille avec les campagnes, on doit revendre la maison, et comment, et quoi, et qu'est-ce. Aujourd'hui, les entrepreneurs, c'est compliqué de faire financer leurs biens. Et du coup, comme ça, c'est un problème pour nous, on a développé la solution à nos propres problèmes. C'est exactement sur là-dessus en plus où je voulais qu'on arrive justement. Tyrock, si tu veux nous en parler un petit peu plus, quelle est un peu la philosophie, l'idée derrière ça, et c'est super de savoir que déjà, comme tu le dis, ça part d'une solution que tu as trouvée pour toi, et que du coup après tu te dis en fait cette solution je dois juste la partager au monde. Hâte de savoir l'histoire complète derrière ça. Déjà, c'est l'histoire d'une rencontre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on travaille des humains, pas avec des projets. C'est la rencontre avec Fabien, donc Fabien Dahan, qui est le CEO et cofondateur avec du coup Éloi et moi-même de ce projet-là. Au départ, on l'avait rencontré dans le cadre de nos activités de la mine. Bon, je pense que vous êtes au courant, j'en ai parlé tout à l'heure. La mine, on accompagne des startups. Et du coup, on rencontre Fabien. Et ça matche bien, on a pas mal de discussions. Et puis, au bout d'un moment donné, en fait, il nous challenge un peu en mode, bon, c'est très bien ce que vous faites chez la mine, etc. Mais est-ce que ça ne vous dirait pas d'aller plus loin? Bon, on n'avait pas prévu ça au départ, tu vois. Et puis, une chose en demandant une autre, il nous a challengé sur un point sensible en nous disant, mais vous êtes mes premiers clients chez Tyrock. Parce que vous-même, vous êtes des entrepreneurs aujourd'hui, les banques ne prêtent plus, etc. Pour l'accession à l'immobilier, c'est de plus en plus difficile. Est-ce que ça ne vous dirait pas de rejoindre l'aventure? Et puis, après d'âpres discussions, finalement, on a décidé du coup de rejoindre ce projet. La société a été constituée du coup tout début 2024, donc au mois de janvier, même si ça fait quand même des mois qu'on bosse dessus en coulisses. Et c'est un vrai beau projet qui résout une vraie problématique sociétale. Nous, on part d'une utopie qu'on veut rendre réelle et qu'on va rendre réelle. On a tous le droit d'être propriétaire du toit qu'on a au-dessus de notre tête. Pour nous, c'est une proposition de valeur qui est forte. Et donc, nous, on n'est pas du coup dans la tokenisation immobilière, parce que peut-être que certains de nos auditeurs ou autres vont dire « Ah oui, c'est du realty, etc. » Rien à voir. On n'est pas de la tokenisation immobilière. Nous, on va plus agir sur la partie financement. Pour faciliter, pour vulgariser, on va être plus sur le système de prêt, d'obligations fractionnées. Et du coup, nous, on va plus intervenir sur les premières étapes en mode « Ah tiens, j'ai trouvé un super bien, le bien idéal, tu es avec ta copine, tu as trouvé le bien où tu te vois faire des enfants, super. La banque ne te prête pas. Ok. Tyrock, qu'est-ce qu'il peut faire? Nous, on est parti du principe qu'on pourrait tous se financer les uns les autres. C'est-à-dire que, comme dans une startup, tu passes en première étape où c'est love money, family and friends, tu vas voir ton cousin, tu vas voir ton ancien patron, ton machin, pour récupérer un petit peu d'argent pour financer ta startup. Tu vas pouvoir faire de la même manière, ou tu vas pouvoir aussi te financer, ça pourrait être aussi ton entreprise qui te finance. Donc, dans ton package salarial, tu peux avoir ta bagnole, tu peux avoir des tickets resto, etc. Et du coup, l'entreprise va pouvoir aussi participer au financement de ton bien. Et après, ça pourra être des investisseurs X, Y ou Z qui pourront du coup financer contre rendement ton bien immobilier. Et du coup, nous, on est sur un nouveau système qu'on appelle propriété progressive, qu'on pourrait qualifier, pour vulgariser pour nos auditeurs, de leasing immobilier. C'est-à-dire que nous, on veut prendre le meilleur de deux mondes entre la location et la propriété. Les locations, c'est très souple, mais on ne rembourse rien, on ne rembourse pas de capital. La propriété, on rembourse du capital, mais ce n'est pas souple.
on doit revendre la maison avec le notaire, c'est embêtant. Et du coup, tu vas rembourser progressivement ton bien et devenir propriétaire de manière au fil de l'eau. Ouais, donc c'est ultra, ouais, c'est encore une nouvelle utilisation, mais de la tokenisation quand même. Ça reste quand même donc des biens tokenisés. Si on peut aller un peu plus loin dans le Non, process, c'est quoi? C'est non, security, c'est de l'utility? C'est pas non, du tout ça? Ah, c'est non pas du du tout tout. ça du coup? Déjà, notre go-to-market aujourd'hui, la blockchain n'est pas indispensable. Parce qu'en fait, Ah, OK. on est backé. Bien sûr, il y a des avocats derrière. Donc, le cabinet hashtag pour ne pas le citer d'ailleurs. Donc, on a fait un gros travail d'abord au niveau Petit coucou réglementaire. à Arnaud en même Comment? temps. Qu'on salue chaleureusement Petit Arnaud, coucou ouais. à Arnaud. Salut Arnaud, la star des avocats de Paris dans la blockchain. Ouais, donc du coup, on est backé derrière côté avocat, etc. On a fait un gros travail au niveau juridique en amont. Enfin, je dirais même, c'est le go-no-go du projet, quoi. C'est-à-dire que si on n'avait pas backé ça avant, bah, on n'allait nulle part. Enfin, il y aurait même pas eu de Tyrock. Donc, on a d'abord fait ce travail-là en amont pour voir la faisabilité. Et donc, en fait, nous, on va avoir un système de location-accession. C'est un système qui est très connu en France. Donc, au niveau légal, c'est très bien connu, c'est très bien contouré. C'est ce qu'utilisaient pas mal de bailleurs sociaux. Vous voyez, pour les gens qui avaient du mal à accéder à la propriété, on utilisait le système de location-accession. Donc, c'est un système de location-accession avec une fiducie, donc une SPV. Donc, du coup, il va y avoir entre guillemets une sorte de société qui va être constituée à chaque fois, qui est elle-même propriétaire du bien. Et en fait, tu vas rembourser progressivement. Et à la fin, si tu as tout remboursé, tu repasses du coup chez le notaire et du coup, tu deviens officiellement propriétaire. Donc, du coup, Ok. finalement, il n'y a pas de tokenisation, en tout cas au niveau du bien immobilier. C'est vraiment un système fiducie tout à fait traditionnel, système de location-accession tout à fait traditionnel. Là où on pourra mettre de la blockchain et ça pourrait être intéressant, ça va être plus pour tracer les flux financiers, premièrement, et deuxièmement, tracer la propriété des obligations. Parce qu'on va émettre des obligations. Les obligations, c'est des prêts. Donc, du coup, ça va être plus pratique pour ça. Mais en vrai de vrai, on n'est pas obligé d'en mettre. On va en mettre parce que c'est pratique et qu'on est quand même enfin, on n'est pas sur une blockchain, donc ça serait quand même incombe de ne pas y mettre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas indispensable pour nous. Parce que nous, on est vraiment sur la partie prêt et non, on ne va pas découper un bien en autant de parties. On ne le tokenise pas. On est plus sur du fractionnement d'obligations, finalement. Dette, ouais. Ok. Et tes prêteurs, c'est tous les styles, c'est du professionnel, du retail, c'est que du pro. Qui sait, chez qui tu trouves l'argent justement pour financer les Ben, personnes? là, par rapport à ça, effectivement, on va avoir plusieurs cibles. Ça pourrait effectivement être du retail, ça peut être une entreprise. Imaginons, t'es cadre, tu as un grand cadre dirigeant dans une multinationale du CAC 40. Ben, on peut très bien imaginer que ton entreprise, pour te fidéliser, parce que ça, c'est un gros enjeu RH aujourd'hui, les entreprises elles ont un gros problème avec la fuite de cerveau et surtout le turnover chez les cadres dirigeants. Donc, ils mettent tout en place. On le voit chez Google, hein, par exemple, où tu as à manger, tu as machin, tu peux ne pas sortir du village de Google quasiment pendant des mois, tellement tu as ta nourrice, tu as tout, etc. Ils font tout pour te garder parce que la matière grise, ça a une grosse valeur. Ben, on peut très bien imaginer que ton entreprise, sur de la trésorerie dormante, ben, elle va chercher du rendement. Donc, elle va avoir du rendement sur son collaborateur, tout en plus permettant à son collaborateur de financer son bien. Donc ça peut être aussi une des pistes. Après, l'idée, c'est qu'on va pouvoir aussi travailler éventuellement aussi avec des gestionnaires de patrimoine, avec des agences immobilières, etc., qui vont être aussi et des agents commerciaux qui vont être notre relais au quotidien. Donc, l'idée pour nous, c'est vraiment de travailler aussi avec toute une galaxie de partenaires. Pourquoi pas aussi solliciter des partenaires bancaires. L'idée pour nous, c'est vraiment, on apporte la solution technique et le cadre juridique et finalement, Tyrock a un rôle d'intermédiation, si vous voulez, finalement. Bon, dans la blockchain, on enlève les intermédiaires, mais nous, on en met un, mais en tout cas, qui va être intéressant. Et en fait, nous, finalement, on va être le lien entre les acquéreurs, les vendeurs et tout ce qui est effectivement les investisseurs, les acteurs de l'immobilier, les acteurs du milieu bancaire, etc. Donc, nous, l'idée, c'est vraiment de créer des synergies finalement entre tous ces interlocuteurs-là. Ouais, la synergie entre l'immobilier traditionnel et l'immobilier un petit peu Web3 qui permet quand même de trouver, parce que ça reste quand même un peu Web3 où tu arrives avec des concepts un peu différents. Potentiellement, tu peux avoir la blockchain sur certaines choses. Donc, les gens arrivent, ils achètent une part de dette, ils financent. Et quand tu as quelqu'un qui veut
acheter sa maison, il a plusieurs emprunteurs, il a plusieurs personnes qui lui prêtent de l'argent, ou à chaque fois c'est un gros retail, un gros particulier? Alors, Comment ça se passe, les ou c'est deux sont mixé possibles. justement? Les deux sont possibles. Ouais, c'est ça. Soit tu peux avoir une personne de ton entourage, effectivement, ça peut être ta mère, ta grand-mère, ou je sais pas, quelqu'un de très proche qui veut t'aider, par exemple, et qui a de la trésorerie dormante. Donc, ça peut être une personne, ça peut être juste ton entreprise, donc il n'y en a qu'un, et ou alors ça peut être Un pool. effectivement, ça peut être un pool. En fait, ouais, et d'ailleurs, là, j'aime bien le terme de pool, parce que du coup, je salue Fabien, on a eu d'âpres discussions là-dessus. Il s'est dit, tiens, mais comment mettre en place le concept de pool de liquidité? Lui, c'est un grand fan de AAV, pour ne pas le citer. Ouais. Et il s'est dit, comment remettre en place des pools de liquidité, mais dans le monde réel? Et du coup, c'est un peu ça, Tyrock. C'est quelque part, on met en place une sorte de pool de liquidité avec des prêteurs, etc. Et du coup, d'ailleurs, c'était un des propos que j'avais eu qui nous avait plu. On nous a dit, mais en fait, entre guillemets, vous êtes la banque du peuple. Bon, attention, niveau réglementaire, on n'est pas une banque. On ne veut pas se mettre personne à dos. Mais l'idée, je trouve qu'elle est pas mal parce que finalement, dans notre rôle d'intermédiation, effectivement, on peut dire que, en tout cas, si ça plaît certains de dire qu'on est la banque du peuple, c'est pas mal comme idée aussi. Ouais, Ok, vous faites quand même. Vas-y, Lupo. Vas-y. Je disais non, mais voilà, vous quand même, en fait, à partir du moment où il y a des communications et des nouveaux échanges et des nouvelles solutions qui sont proposées, et tu ouvres en fait de nouvelles voies. Et c'est ça que je trouve très très cool en fait, parce que là on parlait de cas d'usage. Bah là, le cas d'usage, il est très très très, enfin, c'est juste d'utilité, enfin, comme on dit, d'utilité publique entre guillemets. Il y a énormément de personnes qui se disent bon bah voilà, au final comment est-ce que je fais quoi, j'ai envie de cet appartement, j'ai un coup de cœur, comme tu dis, peut-être je suis là, j'ai ma femme, mes enfants, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit qui du coup est un peu plus décentralisé entre guillemets du système traditionnel et qui me permet de quand même devenir propriétaire? Donc ouais, non, c'est ultra ultra intéressant. J'imagine que du coup les personnes qui vous sollicitent, donc pas du côté prêteur mais du côté particulier qui veulent ça, comment est-ce que tu fais pour backer leur garantie et être sûr que du coup ils vont bien rembourser, etc. Comment est-ce que ça s'organise entre guillemets? En fait, nous, si tu veux, on va avoir un système, tu vois, qui va permettre, comment dirais-je, d'avoir à peu près le même niveau de risque pour le prêteur que dans le système bancaire. C'est-à-dire que on met en place une incentive où l'acquéreur, tant qu'il rembourse, tout va bien. Tout va bien. Mais si à un moment donné, il rembourse le pool, en fait, tout l'argent qu'il a mis dans le pool, entre guillemets, nous, on peut y avoir accès. Donc, en fait, d'une certaine manière, pour le prêteur, déjà, dès le moment donné où il y a l'acquisition qui s'est mise en place, nous, on a mis en place des frais qui permettent de sécuriser pendant plusieurs mois, pendant minimum 6 mois, le fait que quelqu'un ne rembourse pas. Et si à un moment donné, la personne ne rembourse pas, tu as mis de l'argent dans le pool pour rembourser progressivement ton bien, tu rembourses plus, entre guillemets, on reprend l'argent du pool pour rembourser les prêteurs. Donc, du coup, c'est incitatif. En tant qu'acquéreur, tu as tout intérêt à rembourser parce que si tu ne rembourses plus, tu redeviens simplement locataire et tu n'as rien remboursé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, c'est vraiment un système où tu as tout intérêt à rembourser et du coup, ça sécurise aussi le prêteur. Parce que ça, c'est un gros enjeu aussi pour nous. C'est très bien pour l'acquéreur, mais comment on fait pour assurer aussi le prêteur? Nous, le but, c'est vraiment que tous les interlocuteurs ils puissent, entre guillemets, avoir un système qui puisse leur plaire. Et de la même manière aussi pour les vendeurs, parce qu'on n'a pas parlé des vendeurs, mais c'est aussi une de nos cibles. Tu sais, il y a des personnes, je donne un exemple, imaginons, tu as un artiste, tu as 70 ans et tu as créé la maison de tes rêves dans une grotte. Dans une grotte. Le truc, c'est que va trouver un acquéreur de quelqu'un qui achète une maison dans une grotte. C'est quelque chose d'assez particulier. Peut-être qu'il va faire 200 visites en 2 ans, il ne va jamais trouver la personne. Et il trouve la bonne personne. Sauf que cette personne, au niveau bancaire, ça passe pas. Et cette personne, c'est vraiment, ils ont toujours rêvé de vivre dans une maison troglodyte. C'est vraiment le bien qu'il leur faut. Du coup, on peut très bien imaginer que le vendeur, du coup, va proposer ce mécanisme de location-accession et l'acquéreur va récupérer progressivement le bien. Du coup, la personne qui a sa maison dans la grotte, elle ne trouvait personne à qui l'acheter. Plutôt que de le vendre cash d'un seul coup, elle va pouvoir le vendre progressivement à son acquéreur. Mais au moins, elle a son acquéreur. Ah ouais, très, très intéressant. Et du coup, pendant cette période de transition-acquisition, comme tu dis, qui est le propriétaire? C'est la personne qui prête? C'est la personne qui va acheter plus tard? C'est Tiroc? Du coup, c'est une SPV, donc c'est une société qui est C'est le constituée SPV. par bien immobilier, donc c'est le Ouais. SPV qui est propriétaire.
Ok, Donc c'est nous, clair. entre Et guillemets, demain Taïroc tombe, en fait, le SPV, il est à côté, quoi. il fonctionne. Non, non, mais c'est ça. En fait, C'est- il y a un propos que j'aime bien. D'ailleurs, je vais citer du coup Mehdi de Atoa, qui a un projet pour le coup, lui, de tokenisation immobilière. Comme quoi, vous voyez, on est corporate, hein, on parle des copains, on parle des autres projets, surtout on n'a pas le même marché adressé, on ne travaille pas de la même manière. J'aimais bien ce que Mehdi disait. Il disait que la fiducie, c'était un peu le smart contract avant la blockchain. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que le SPV, bon, bah voilà, c'est bloqué, c'est sécurisé, ça n'appartient pas à Tyrock, ça appartient à la SPV. Donc, du coup, c'est ce mécanisme-là. Le SPV qui est une société enregistrée au registre du commerce et des sociétés pour les gens qui se posent la question et qui sert beaucoup dans le secteur de la finance, notamment pour créer des pools d'investisseurs, C'est pour ça. pouvoir faire des acquisitions ou pour pouvoir certaines sociétés faire des crédits sans qu'elles soient inscrites au bilan. Donc, super intéressant, Romain. Et donc, du coup, les gens qui prêtent l'argent, ils sont copropriétaires du SPV ou ils sont créanciers du SPV? Créancier. Ils sont Très, créanciers du SPV. Ok, c'est super. ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. En tout cas, c'est quelque chose de récent. Et est-ce que leurs créances, ils peuvent la revendre? Ouais, Typiquement, une alors, banque, on sait souvent que bah, ils font des prêts dans tous les sens et après, sur le marché secondaire, ils ont tendance à revendre leurs prêts à d'autres banques ou des banques plus petites ou ce genre de choses. Dans le Web3, il y a des gens qui peuvent tokeniser de la dette et puis après revendre leurs tokens. Est-ce que vous, ça fonctionne aussi comme ça? alors là, effectivement, on est dans une V2, V3, on est plus loin, mais oui, Oui, c'est effectivement. ça. Le but pour nous, c'est qu'après, tu pouvais acheter, revendre tes obligations. Et puis Oh, même, génial. effectivement, tu l'as évoqué, alors là, je fais la liste du Père Noël, hein, mais qu'on puisse utiliser ça, le mettre en collatéral et pourquoi pas collatériser ça sur des protocoles de DeFi pour aller chercher du prêt. Bref. Et là, Parfait. on part sur des mécanismes financiers qui, moi, me font surkiffer, mais que peut-être certains de nos auditeurs, voilà, on va peut-être aller dans des trucs un peu plus touchy. Mais ouais, clairement, le but à terme, effectivement, c'est qu'on puisse utiliser ça comme collatéral, etc. Et d'ailleurs, ta question m'apporte sur un élément aussi qui est important, c'est-à-dire quand l'acquéreur, imaginons, au bout de 5 ans, il veut partir, il déménage à l'autre bout de la France, qu'est-ce qui se passe? Et ben, du coup, en fait, on va utiliser le terme de token, hein, ces tokens qu'il a, en fait, deviennent des tokens de rendement. Donc lui-même, derrière, il va aller chercher du coup du rendement sur le prochain acquéreur. Et où il peut se faire racheter les obligations. Et en fait, on a toujours un système où c'est l'acquéreur qui a toujours la priorité pour le rachat des obligations. Donc, imaginons par exemple, sur le second marché, il y a quelqu'un qui veut se séparer des obligations en mettant un petit discount sur le prix parce que bah, voilà, il veut récupérer de la liquidité. Bah, l'acquéreur, il aura priorité là-dessus. Donc, imagine, par exemple, tu vois, il a eu un héritage ou il a une grosse prime à son boulot, bah, il pourra racheter, effectivement, il aura la priorité sur le rachat de ses obligations. Ce qui est logique. Parce que le but c'est qu'il devient propriétaire à la fin. Donc, c'est à lui d'avoir la primauté sur ça. Ah, c'est Après, génial. après, il y a encore d'autres astuces, d'autres détails, hein. Je ne peux pas vous expliquer toute la machinerie derrière. Mais l'idée, c'est que vous compreniez surtout la proposition de valeur de Tyrock, à quoi ça sert, dans la grande ligne, comment ça sert, même si derrière, effectivement, il y a différents mécanismes juridiques divers et variés qui nous permettent la faisabilité du projet. Et donc, du coup, si je suis un peu partout en France, je peux venir voir T-Rock pour demander voir s'il y a une possibilité d'accompagnement. Il y a des départements que vous ne faites pas, ou vous êtes focus que dans certains départements, certaines régions, même certains pays. Comment vous êtes un peu répartis? Là, là clairement, déjà, je remets l'église au centre du village. La société, elle est toute jeune, elle a été constituée au mois de janvier. Donc Ah là, ouais, on a. Parce que du coup, c'est que, et tant mieux, hein, c'est qu'on donne l'image comme si ça fait longtemps qu'on était là, même si ça fait des mois qu'on bosse comment dire, on voit que c'est bien pensé. Hein. en secret. Ouais, il y a énormément de travail. Mais bon, voilà, ne brûlons pas les étapes. Moi, j'aime bien aussi. Voilà, c'est aussi ma casquette un peu d'accompagnateur de start-up. Tu vois, il est urgent parfois de prendre le temps. Donc là, effectivement, on est en train de voir effectivement pour préparer notre roadshow, préparer la levée de fonds, etc. tranquillement. C'est les premiers prochains jalons qui vont arriver. On a différents devis aussi qui sont déjà faits depuis pas mal de mois sur la partie, on va dire, de la solution technique en elle-même. On a déjà tout le front-end, c'est-à-dire tous les visuels quasiment qui sont faits. On a juste à bosser sur le back-end. Donc, on a déjà tout prêt. Mais là, on avance tranquillement, effectivement, pour aller sur notre go-to-market, commencer à financer les premiers biens. Une fois qu'on aura financé les premiers biens, étape suivante. Mais bon, là, de toute façon, dans un premier temps, ce qu'on va adresser, on va sûrement adresser en premier temps, c'était la région parisienne. On va commencer avec quelques biens.
je vais dire, horizon premier semestre. On se laisse du mou. Premier semestre, si on peut déjà commencer à faire quelques biens, ça serait bien. Et puis après, l'idée, effectivement, c'est de trouver un rythme de croisière et après, d'augmenter progressivement le nombre de biens qu'on finance. Voilà. Trop bien. Bon, en tout cas, on croise les doigts pour Tirox. Ça a l'air d'être un projet incroyable. Franchement, on Merci. croise les doigts très, très fort. Et bravo pour ce que vous faites. Et du coup, tu parlais juste avant que tu étais en train de changer de casquette. C'est bizarre, aujourd'hui, on te voit justement sans casquette. Du coup, à commencer à en parler au début du podcast. Elle est où cette casquette, Romain? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, j'attends là, il faut que je fasse des photos pro pour changer sur mes réseaux, mais ouais, il y a plus de casquettes. Alors là, je fais la petite histoire par rapport à ça. C'était un événement, il y a à peu près 2 ans. J'étais sur un événement où, en fait, si tu veux, il y avait une casquette en goodies à attraper. Et moi, j'ai eu cette fameuse casquette et puis je la garde sur moi et sur la tête. Et je me rends compte sur Paris, tu vois, que je rencontre des gens dans le métro et ça génère des contacts. Je reviens sur l'île, je la laisse encore quelques jours. Et pareil, les gens me sollicitent en mode ah, tiens, c'est marqué NFT sur ta casquette, machin. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est pas une casquette, c'est un outil commercial. Et du coup, je me suis mis à la garder régulièrement et puis avoir ce branding-là avec le mec à la casquette. Je trouvais ça vraiment cool, c'était sympa et ça m'a bien fait marrer pendant quelques temps. Mais là, bon, voilà, ça, je vais pas dire c'est l'âge de la maturité. Bon, j'ai 37 ans. Heureusement que la maturité était là avant, mais on va dire effectivement, je cherche aussi un petit peu à changer l'image. On est avec Tyrock, on est dans les secteurs de l'immobilier. Maintenant, j'enseigne aussi en école supérieure. Bon, je me vois pas arriver. Alors, je pourrais, hein, mais je me vois pas arriver avec ma casquette. Déjà, je suis quelqu'un d'assez cool, décontracté. Si en plus j'arrive avec la casquette, ils vont se dire, bah le mec, on peut faire ce qu'on veut et c'est pas grave. Non. Donc là, effectivement, je reviens un peu plus sur une image, on va dire un peu plus lisse, un peu plus corpo. Bon, je reste un peu dégène dans ma tête et je reste aussi un mec qui sait rire et j'ai pas perdu ma façon d'être. C'est pas la casquette qui fait l'homme, mais effectivement, je vais avancer du coup sur une image maintenant un peu plus lissée, on va dire. Et tu peux faire un chapeau hein, aussi. Tu mets NFT sur le côté ou justement, Ça ça peut, peut être encore plus disruptif. On se dit, j'ai un ça peut, chapeau, c'est classe, c'est sympa, et tu mets un gros ça peut être un symbole béret. de Bitcoin. Ça peut être un béret. Non, pour l'instant, il n'y a Béret. rien écrit là-dessus. Ouais, un beau béret. L'écharpe, pour l'instant, ça me définit assez bien. J'ai toujours mon écharpe. Le mec à l'écharpe, pourquoi pas, j'en sais rien. Et puis voilà, j'ai plus forcément au besoin maintenant de mettre une étiquette. Le branding, c'était très bien, ça m'a permis aussi de me faire connaître et puis c'était cool. Mais là, aujourd'hui, voilà, je cherche je ne vais pas dire que je cherche une légitimité parce que j'en ai déjà, mais je cherche effectivement à séduire aussi d'autres acteurs qui sont peut-être moins start-upers, moins Ouais. casquettes, moins dégènes. Et donc voilà, l'idée c'est d'avoir une image qui correspondait aussi à mon actualité et à mes développements futurs. Mais je trouve que justement, c'est super intéressant parce que j'ai l'impression que tu as vraiment une très bonne lecture et compréhension de justement tout ce qui est marketing, personal branding, etc. Je suis curieux d'avoir un petit peu ton avis, ton ressenti sur justement la place que ça a dans le Web3. Vraiment, je préfère rester dans le Web3 parce que moi, mon ressenti, c'est qu'aujourd'hui, le Web3, tu as des très très bons, t'as des très bons devs, tu as des gens qui marketent plus ou moins bien, mais je trouve que il y a encore vraiment beaucoup de boulot pour que le marketing il soit beaucoup plus lissé. Je voyais le site internet de lamine.io qui je trouvais très très bien présenté et qui fait plaisir par rapport à beaucoup de choses qu'on a vues sur du marketing Web3. Toi, c'est quoi un petit peu pour reformuler ma question, quel est ton ressenti sur l'état actuel du marketing dans les projets Web3 à l'heure actuelle? C'est une très bonne question sur laquelle je vais avoir plusieurs réponses. Mhm. Déjà, je vais répondre d'une autre manière. Au-delà du marketing, je pense qu'il me manque aussi beaucoup ces profils sales, des vendeurs, des closers, des gars ou pas que des gars, hein, ça peut être des femmes qui se lèvent le matin, qui pensent à vendre. Parce que je vois tellement de projets, ils arrivent, j'ai la super solution technique, machin, etc. Ok, bah comment on fait maintenant? Bah ouais, mais il faut savoir vendre, les gars. Et derrière, comment j'ai en place des process de marketing automatisé, de prospection, comment je mets en place des outils pour pouvoir générer mes rendez-vous de manière automatique, comment je développe les partenariats. Parce que la vente, c'est la vente directe et indirecte.
On peut aller aussi chercher des prescripteurs, on peut aller aussi chercher des partenaires. Et moi, je vois aussi pas mal de projets, ils sont là, alors ils ont des beaux logos, hein, très très beaux logos. Mais en vrai de vrai, ça n'a de partenaire que de nom et il n'y a pas de vraie relation partenariale. Et pour ça, il manque des vrais profils sales. Donc, pour moi, ça, c'est des profils qui manquent beaucoup dans le Web3 aujourd'hui. Et côté marketing, 100%. il y a un truc pour moi qui marche très bien dans le Web3, c'est la partie marketing communautaire. D'ailleurs, on avait fait un cours là-dessus à l'Illenium, un campus à Lille. C'est-à-dire comment je transforme mes clients en ambassadeurs. C'est-à-dire, voilà, comment, plutôt que quelqu'un qui paye ton service de manière tout à fait passive et il n'y a rien qui se passe, bah, faire en sorte que la personne, ah ouais, tu vois, elle se sente motivée par la marque, par l'entreprise et qu'elle ait vraiment, si tu veux, un lien d'affect avec ça. Et ça, c'est pour moi une des évolutions positives du marketing Web3. Là où le bas blesse, c'est dans le marketing Web2 pour les projets Web3. C'est-à-dire que la plupart des projets Web3, souvent, ils sont assez éclatés sur la partie SIA, c'est-à-dire advertising, sur la partie SEO, c'est-à-dire le référencement Google, sur des stratégies très classiques. Et du coup, nous, ce qu'on dit aussi souvent chez Lamine, c'est que Lamine, on apporte des compétences Web3 au Web2 et des compétences de Web2 au Web3. Et c'est ça, c'est qu'en fait, t'en as, ils sont très bons dans le marketing communautaire, le machin, mais dès le moment donné où ils doivent se mettre en scène eux-mêmes, devenir l'homme sandwich. Moi, j'aime beaucoup cette image de l'homme sandwich. Moi, je suis l'homme sandwich chez Lamine, par exemple. Tu ne vous verrez jamais, Éloi, en visio, en podcast, etc. C'est pas sa cam. Mais je suis l'image de Lamine. Voilà, il y en a une, c'est moi. Chez Tyrock, bon, Fabien le fait aussi très bien. Moi, j'ai pris aussi un petit peu cette casquette. Bon, qui n'en est pas une pour le coup, cette écharpe, on va dire, pour faire un petit blague sur le branding. Mais il faut toujours un minimum un homme sandwich. Et il faut quelqu'un qui publie, tu vois, qui soit identifié par rapport à ça. Et j'ai envie de dire aussi humainement, quelqu'un sur lequel tu peux taper si ça va pas. Tu vois, parce que tu vois, en mode, ok, ah ouais, Romain, il est partout, machin, ouais, mais ok, si l'accompagnement avec Romain, ça va pas, bah, je pourrais lui taper dessus, entre guillemets, je pourrais lui en vouloir. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça rassure aussi de se dire, ah ouais, il y a une personne bien identifiée qui sera un petit peu mon Chief Success Officer. En mode, ah ouais, bah, c'est lui que je vois au départ, même si après, c'est Éloi qui va bosser, c'est Éloi qui va faire autre chose. Oui, mais c'est lui que j'ai fait confiance au départ, et si ça va pas, je peux lui en vouloir à lui. Ou si ça va, je pourrais lui dire bravo à lui. Et ça, c'est aussi, je pense, un des éléments qui manquent beaucoup dans le marketing Web3. C'est vraiment la partie personal branding et d'avoir vraiment une marque employeur, une marque de l'entreprise et surtout avoir un ou plusieurs porteurs de projets qui incarnent cette marque, qui incarnent cette vision auprès du grand public. Ouais. Et tu as raison totalement. C'est surtout que dans la partie Web3, souvent, c'est des devs, c'est des techs, souvent c'est des caractères introvertis. Hein, on les connaît, les devs, ils ont tous cette partie-là. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de personal branding parce qu'on a beaucoup de tech, d'ingénieurs, de gens qui font des trucs incroyables et qui ne savent pas se vendre, qui ne veulent pas se mettre en avant, qui sont vraiment introvertis et qui n'osent pas faire ce que, par exemple, toi, tu fais. Et tu as raison quand tu dis qu'il manque sur la partie alors, en fait, tout ce que tu as dit, il manque énormément de vendeurs. Alors, ça, on est d'accord, on y fait face tous les jours. Avec Lupo, dans d'autres business ou lequel on dit tous les jours, bah, on n'a pas assez de vendeurs, on n'a pas assez de closers. On en trouve, mais soit ils ne sont pas assez formés, soit voilà, ils ont du mal à vendre ce qu'on leur met à disposition. Et tous les jours, on a les mêmes problèmes et on est vraiment en phase avec ça. Est-ce que toi, dans la partie personal branding, que tu travailles quand même déjà depuis un petit moment, la partie conférence, c'est aussi quelque chose que tu aimes mettre en avant. On sait que tu as été conférencier sur TEDx, sur différents événements. Est-ce que tu peux nous apporter un peu plus d'informations sur ton expérience en tant que conférencier, tes connaissances sur la blockchain? Comment tu as réussi à expliquer tout ça en conférence? Déjà, ça, ce qui est top, c'est que c'est sur la social proof, sur la preuve sociale. Tu sais, c'est un peu comme l'étiquette vue à la TV. Bon, aujourd'hui, en 2024, le vu à la TV marche moins qu'en 2014 ou qu'en 2004, qu'il y a 10, 20 ans, mais n'empêche que ça rassure. Et on fonctionne tous pareil. Ça, c'est des neurosciences, on a tous besoin d'être rassurés. Quand tu vois 5 étoiles sur ton restaurant, ah ouais, bah, il a l'air d'être bon, c'est marqué 5 étoiles sur Google Maps, donc je vais y aller. Ah,
bah, telle personne, elle a fait une conférence, bah ouais, bah, peut-être qu'elle est compétente, vu qu'elle a fait une conférence. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour le côté business, sur la partie preuve sociale. Ça apporte ce qu'on appelle des arguments d'autorité. Et après, au-delà de ça, ça apporte une certaine forme de visibilité. Donc là, c'est vraiment sur le focus business pur et dur, ce que ça apporte. Faut pas croire que tu vas être payé pour des conférences, à moins que tu sois une grosse star de l'écosystème, et encore que voilà, enfin aujourd'hui, dans le Web3, la plupart des conférences, souvent, tu fais ça pro bono, hein. Après, ce qui est bien aussi, c'est que tu participes aussi à l'éducation, à la vulgarisation, tu apportes de la valeur. Et pareil, quand tu apportes de la valeur aux gens par rapport à ce que tu racontes, comme là, bah, je prends du temps avec vous, j'espère que nos éditeurs, il y en a qui vont apprécier ce que je dis et que je raconte pas trop de bêtises et qu'il y a de la valeur. Bah, dans C'est cette sûr qu'il faut valeur-là, apprécier. ils ont goûté un petit morceau du sucre et peut-être ça va leur donner envie de manger tout le sucre, de dire ah bah ouais, bah, je vais prendre rendez-vous avec Romain, la valeur que j'ai donnée, elle est assez intéressante pour que j'aille le contacter après. Je prends l'exemple d'un contact que j'ai eu il n'y a pas longtemps. J'avais fait une conférence à Troyes, du coup l'événement qui avait été organisé par Mehdi, Martino et Samuel, l'événement IA Web3. Et moi j'avais parlé un peu de mon parcours, du fait que j'étais issu d'un milieu, comment dire, d'un milieu précaire, enfin un milieu ouvrier, que j'en ai galéré dans mon enfance, etc., que les valeurs humaines, c'était super important pour moi. Et il est venu m'attraper juste après en me disant, bah, écoute, tu sais quoi, Romain, moi, je suis fils d'immigré, voilà, aujourd'hui, bah, voilà, j'ai un bon poste, j'ai bien réussi, mais tout ce que tu me dis, ça me parle, parce qu'en fait, on a vécu les mêmes choses. Et il me dit, tu sais quoi, au-delà de tes compétences professionnelles, moi, ce que j'aime bien, c'est tes valeurs humaines. On sent que tu n'es pas un mytho, on sent que tu es un mec vrai, quoi. Et il me dit, moi, ça me donne envie de travailler avec quelqu'un comme toi. Bah, du coup, effectivement, ça génère des contacts, des fois du business, des fois des partenariats, et c'est ceci qui est intéressant. Après, sur la partie conférence pure et dure, c'est qu'au départ, je ne vais pas vous mentir, hein, d'ailleurs je vous le dis, hein, moi je flippais ma race, mais totalement. Quand tu arrives les premières fois, c'est super Pas compliqué. facile. Ouais, le TEDx, en plus là, tu es tout seul devant un paquet de personnes. Je ne sais plus combien il y avait de personnes au Grand Rex. Je crois que c'était 150, un truc comme ça, ou 150, 200. Enfin. Mais bon, tu es là comme ça, tu as tout le monde devant toi, tu paniques, hein. En plus, tu dois connaître ton texte. C'est pas comme une table ronde où tu peux enchaîner ce que disent les autres, etc. C'est un vrai travail. C'est un Mais vrai après, métier. une fois que tu l'as fait, bah, t'es là, j'étais plein d'adrénaline, j'avais l'impression que je pouvais quasiment grimper au toit du Grand Rex. J'avais l'impression que tout était possible. Donc après, c'est vrai que ça donne une grosse force aussi de se challenger et de sortir la zone de confort. Mais je vais quand même vous dire une chose. En vrai de vrai, pour moi, le plus compliqué, c'est pas de faire une conférence, c'est d'être devant des étudiants. Parce que la conférence, ils ont payé pour voir ta tronche. Les étudiants, tu es là le lundi, ils sont là, Ouais. c'est qui cette tronche là? Mais qu'est-ce qu'il me veut? Ah, il va encore nous saouler. Et directement d'arriver à capter leur attention, d'arriver à leur donner assez d'énergie pour qu'il n'y ait pas de blabla, mais qu'au contraire, ils soient captivés comme ça parce qu'ils savent qu'ils vont avoir de la valeur. Clairement, eux, ils ne m'attendent pas. Quand tu es en conférence, ah ouais, bah, tu vas t'asseoir, tu vas écouter les têtes que tu as vues. Donc, tu t'attends à les écouter. Alors que quand tu es en cours, tu n'es pas attendu. Il n'y a personne qui t'attend. Donc, aller captiver des étudiants, c'est encore un autre enjeu que des conférences. Je dis pas que c'est plus compliqué, mais d'une certaine manière, je pense que si. Parce que moi, je suis beaucoup plus fatigué après une journée de cours qu'après une journée de conférence. Ah, c'est un autre exercice. C'est un autre C'est ça. exercice. Je pense que ouais, tu as complètement raison. Si on peut apparenter ça à. J'aime bien un petit peu le comparatif parce que on va dire, c'est un peu comme la vente ou un peu comme la séduction, entre guillemets. Tu vas parler à, je sais pas, il y a une fille qui est là dans un bar, mais au final, elle est là pour se faire accoster. Elle se dit, bon, ouais, elle t'attend. Par contre, accoster quelqu'un dans la rue et te rendre, toi, captivant pour cette personne-là, c'est un autre exercice. Clairement. C'est un parallèle que je trouve bien. Mais en tout cas, je souligne aussi une chose que tu as dit et qui, je pense, les gens ne comprennent pas assez. Je reviens dessus parce que c'est ultra important, je trouve. C'est le fait de. Et c'est pour ça que nous, on fait ce podcast aussi, c'est de faire ressortir l'énergie humaine et unique de chaque personne. C'est parce que toi, tu es toi, et il y a deux personnes qui peuvent avoir la même idée de boîte, la même chose, mais au final, les gens, ils vont aller d'un côté avec Romain parce que ils aiment Romain, ils aiment la façon dont il pense, sa vision, ses valeurs, etc. Et il y a des personnes qui vont aller avec l'autre personne, c'est exactement la même boîte, mais juste parce qu'ils préfèrent, entre guillemets, ils s'identifient plus à ça. Et le personal brand, c'est ça en fait. Personal brand, c'est pourquoi est-ce que Elon Musk
je sais pas, 100 fois plus de followers sur ces réseaux que ces entreprises, parce que les gens, ils s'identifient plus à une personne qu'à une Ah bon. entreprise et c'est vraiment ça, le truc qu'il faut faire, transpirer pour toutes les personnes qui se disent: «Bon OK, je veux développer mon personal branding, je veux être sur les réseaux et cetera». Bah, la première chose, c'est se dévoiler et ça peut être challengeant pour certaines personnes de dire: «OK, je montre vraiment qui je suis, je parle de moi et cetera». Mais au final, c'est la seule façon, en tout cas, c'est l'une des meilleures façons d'arriver à créer cette connexion émotionnelle qui va faire que les gens, bah, ont envie de travailler avec toi, te font confiance et ont envie d'aller plus loin dans le process. Parce que si demain on dit: «Bon OK, il y a la mine.io» mais au final, comme tu dis, on sait même pas qui c'est les founders. OK, il y a un logo comme tu dis qui est sympa. Ouais, bon, alors que non, si on se dit: «OK, derrière, c'est Romain. Romain, il a de l'énergie, il a des valeurs que je C'est ça. partage, il a tout ça, j'ai envie d'aller bosser avec lui». Bah, d'ailleurs, il y a des punchlines, on en a pas mal, hein, on n'est pas avare en punchline, chez la mine. Moi, il y en a une que je sors souvent: «Personne se souviendra de ce que vous racontez. Par contre, on va se souvenir de l'émotion que vous avez donnée». Ça veut tout dire. Moi, quand j'arrive en cours, j'arrive: «Bonjour, machin, nanana», je bouge, je remue, je suis souriant et pareil, quand tu en pleine levée de fonds, tu arrives, tu vois? «Bah, nana, on va faire ça» et cetera. Tu es plein d'énergie et finalement, d'ailleurs, j'ai même déjà expérimenté, même vu de mes propres yeux. Tu as 2 projets, on imagine, tu as 2 projets comparables. D'un côté, tu as des techs, ils ont tout bossé. Ça fait Ouais, 1 an. Ils ont la solution technique, ils ont tout. Oui, bonjour, alors on développe de la tokenisation. Ah bah non, on n'y va pas. De l'autre côté, tu as des mecs, c'est des marketeurs. Ils ont fait un pitch deck léché, machin. Alors, le dev, ils s'en foutent. Ils vont sous-traiter une agence. De toute façon, le dev, pour eux, bah, c'est quoi? C'est des artisans, hein. Donc, les artisans vont mettre leurs briques. C'est leur problème, on leur fait confiance. Nous, on ouais. vend, on fait la vision. Devinez qui va lever des fonds plus facilement? C'est Bah, simple. C'est simple. 100%. Ben oui, parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, les gens, ils ont envie de venir avec toi, ils ont envie d'y aller, et surtout, ils se disent, ah ouais, tu as une résilience, tu vois, la personne, elle va pas lâcher, tu vois, elle a la dalle, elle a la faim, et tu as envie d'embarquer, les gens ont envie de s'embarquer dans ton aventure. Et ça, je pense que c'est aussi le sel de l'entrepreneuriat, et des fois, je pense qu'il manque. Et il y a aussi pour moi quelque chose qui est indispensable, c'est vraiment de s'entourer que de personnes qui sont plus compétentes que soi-même. Et d'avoir cette Ouais, c'est sûr. humilité de se dire là, de se dire, ah ouais, bah, tous les gens autour de moi, ils sont meilleurs que moi. Et c'est pour ça qu'ils me suivent, qu'ils avancent avec moi. Mais c'est pas grave, parce qu'ils n'ont peut-être pas ma vision, ils n'ont peut-être pas ma créativité, et que j'apporte autre chose. Et que chacun apporte finalement une complémentarité dans un projet. Et ça, c'est aussi vraiment quelque chose d'indéniable et d'important dans les projets, c'est la partie complémentarité. Tu vois, faire des projets avec 5 devs, c'est compliqué. Enfin, ou alors, vous déléguez toute la partie market, mais il faut quand même un minimum quelqu'un qui comprenne à l'intérieur le marketing. Parce que si tu n'as pas minimum ce point sensible de comprendre qu'à la fin, tu vends un humain et que si le bouton il doit être à droite et pas à gauche, parce que l'humain il a l'habitude que le bouton soit à droite, mais que le dev il dit ben non, mais c'est logique à gauche, ben oui, mais non, c'est quel humain tu as derrière, comment tu fonctionnes. Il ne faut pas oublier que le business, c'est avant tout de l'humain. Et si à un moment donné, tu n'es pas capable de capter l'attention des personnes et leur donner envie de passer un peu de temps avec toi, bah, tu vas nulle part. Et nous, ce qu'on dit aussi souvent, et j'aime le dire, et on l'assume, je ne travaille jamais, jamais, jamais avec des personnes avec lesquelles je n'ai pas envie d'aller boire une bière. Voilà, c'est le côté lillois. Si je vois une personne en face de moi, je me dis, allez, Romain, est-ce que tu irais boire une bière? Est-ce que tu irais passer du temps avec cette personne-là? Si la réponse, elle est non, à moins que je sois vraiment obligé, je suis obligé, mais même encore, non, je m'arrange pour pas travailler avec. Moi, mon but, c'est vraiment de passer des bons moments. Si je suis entrepreneur, c'est pas pour être dans la douleur de m'avoir imposé des clients ou des partenaires. Moi, le but, c'est que je prenne mon pied aussi. Tu Ouais, vois? c'est clair. C'est clair. Parce que Et, et- et souvent, les gens ne s'en rendent pas compte, c'est qu'ils arrivent aussi avec un projet incroyable, mais le fondateur, il n'est pas si incroyable que ça. Et on en parle souvent avec Lupo, avec des startups, soit qu'on accompagne, soit qu'on conseille, et on leur dit, bah, écoutez, l'investisseur, vous arrivez avec un MVP, des fois vous n'avez même pas de PowerPoint, des fois vous n'avez même pas, enfin, vous n'avez pas grand-chose. L'investisseur, il va plus investir dans vous que dans votre projet. Pourquoi? Parce que votre projet, dans tous les cas, il peut évoluer ou pas. Il est tellement dans un stade précoce que dans tous les cas, ils ne vont pas croire en vous. Ils vont pas croire au projet, ils vont vraiment croire en vous. Et c'est vraiment dans vous qu'ils vont investir. Et d'ailleurs, on parlait juste avant d'Elon Musk.
bah, en fait, les gens qui investissent chez Tesla, ok, ils investissent dans Tesla, ok, côté en bourse, mais quand on voit que la valeur elle est immense, bah, c'est juste parce que les gens ils ont tellement investi plus dans Elon Musk que dans Tesla et dans la vision que Elon Musk va apporter à Tesla que ça va grandir dans le futur. C'est vraiment là-dessus où les gens ils ont du mal à comprendre et à faire la différence entre les deux. C'est vraiment le porteur du projet ou les porteurs du projet qui sont super importants. Et c'est là-dedans que l'investisseur va mettre sa croyance, son envie. Et puis c'est pareil, faut que voilà, on a envie de boire un verre avec la personne, qu'on se dit ouais, la personne est cool. Peu importe, elle soit extravertie, introvertie, qu'elle soit âgée, homme, femme, peu importe. En fait, la personne, il faut juste qu'elle dégage quelque chose et qu'elle donne envie, une sympathie. Et tu as 100% raison dans ce que tu dis, Romain. Faut surtout pas trop s'attacher, voire même pas s'attacher à son projet, parce que du coup, si tu t'attaches au projet, tu t'attaches au projet tel qu'il est aujourd'hui. Sauf que demain, le marché il évolue, la situation elle évolue, tu vas pivoter, repivoter. Si tu es trop attaché à ton projet, déjà le moment donné où ton entreprise, elle doit passer de 10 à 150 collaborateurs, par exemple. Peut-être que toi, tu es un créatif, peut-être que tu n'es pas un gestionnaire, peut-être que ce n'est pas toi la bonne personne pour gérer l'arrêt maladie de Josiane, de son fils qui tousse ou qui a fait caca. Non, mais tu vois, c'est peut-être que quand tu es à 10, ah ouais, on fait ça, nanana, peut-être que c'est bon pour toi, peut-être que machin, après un arrêt maladie, mais lui, mais machin, peut-être que c'est plus toi de gérer ce moment donné-là. Et donc, du coup, il faut déjà être prêt, je ne vais pas dire à quitter son projet, mais faut se dire que déléguer et finalement, il faut être plus attaché à la vision qu'au projet en lui-même. Parce que demain, tu peux revendre ton projet. Bon, tu développes jamais un projet pour le revendre, hein, il faut être fou. Mais combien d'entrepreneurs sont devenus business angels, ils ont fait un exit, ils ont vendu leur projet, ils sont passés à autre chose, ils ont recréé autre chose, etc. Il ne faut pas être focus là-dessus. Et à un moment donné, il faut se dire, j'ai une vision. Comme nous, bah voilà, par exemple, chez Tyrock, la vision, c'est quoi? C'est l'accès à la propriété. Nous, c'est un enjeu. Si demain, on nous fait écarter de cette vision-là, ben on sera plus en accord avec notre why. Le why, ça c'est quelque chose de très puissant. Et c'est important aussi pour nous, c'est ok, pourquoi tu te lèves le matin? Pourquoi? Mais profondément, pas dans ta tête, dans tes tripes là. Qu'est-ce qui fait que tu es capable, pourquoi pas, de galérer, de manger des pâtes? Qu'est-ce qui fait que tu es capable de dormir 2 heures par nuit des fois? Parce que pourquoi? Qu'est-ce qui te motive tellement? Tu vois, qu'est-ce que tu as vraiment dans tes tripes? Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui te pousse à avancer? C'est le why. Ça, il ne faut pas le lâcher. C'est ça qui est important. C'est pas l'argent, ça peut pas être l'argent, ça peut pas être. C'est vraiment quelque chose qui est très profond. Pourquoi je veux résoudre cette problématique? Pourquoi je veux résoudre cette problématique d'accès immobilier? Pourquoi je veux accompagner des startups leur apporter de la valeur? Trouver son why. Après, le projet en lui-même, il avance, il va à droite, il va à gauche. On s'en fout. Comme je dis souvent, et encore une autre punchline qui fait souvent sourire, Christophe Colomb, le mec au départ, il devait nous trouver un nouveau chemin pour les Amériques. Il devait trouver un nouveau chemin pour aller dans les Indes. C'est son but, hein. Finalement, il a trouvé les Amériques. Ok, il a trouvé quelque chose de totalement différent de ce qu'il cherchait. Mais toujours est-il qu'il avait un plan, il avait un objectif. Si tu prends le bateau et que tu ne sais pas où tu vas, bah, tu vas nulle part. Si tu choisis un cap et que finalement tu as un objectif totalement différent au fur et à mesure où tu avances, bah, tant mieux. Mais si tu sors de ton bateau du port sans cap, sans vision, tu vas nulle part. Donc il faut d'abord avoir un cap, mais quand même se dire qu'on va être capable de pivoter au fur et à mesure. Ça, c'est ma façon de voir. C'est pour ça qu'on dit souvent que les entrepreneurs doivent rester plus dans le rationnel que dans l'émotionnel. Parce que comme tu dis, bah voilà, c'est bien d'avoir une émotion sur ta startup, tu la vis, tu l'aimes et tout, mais sois rationnel aussi, parce que le problème, c'est que ta startup, elle va bouger si tu ne prends pas les bonnes décisions au bon moment. C'est vraiment important. Je sais que c'est quelque chose que partage beaucoup Lupo. Je pense que tu voulais rebondir là-dessus, Lupo, je te laisse la parole. Ouais, non, mais 100%. Et des fois, je pense qu'au final, les entrepreneurs les plus, j'aime pas trop ce mot-là, successful, entre guillemets. Après, le succès, c'est très relatif et ça dépend de chacun, mais qui en tout cas arrivent à aller atteindre des objectifs qui, pour eux, sont bien avec ça, pas par rapport au reste du monde, par rapport à eux, ce qu'ils avaient envie. Je pense que c'est ceux qui arrivent à appuyer le plus sur ce point dans les tripes et qui arrivent à chercher, comme tu dis, le point de dire, ah, mais en fait, ok, quand je pense à ça, je peux pas rester dans mon lit. Quand je pense à ça, je peux pas aller dormir tant que j'ai pas fini ça, etc. Et je trouve que il y a un truc sur lesquels, dans l'entrepreneuriat, en tout cas, c'est très vrai, c'est que la motivation, elle vient pas du attiré par,
je trouve qu'elle vient du repousser par. Et c'est surtout dans l'idée de dire, ok, je peux être attiré par quelque chose, genre si je fais cette boîte, ok, il va se passer ça. Mais je trouve que, en tout cas, personnellement, c'est peut-être pas la vision de tout le monde, mais c'est encore plus puissant le repousser par. C'est-à-dire que si je fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Si je vais pas au bout de mon idée, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi les regrets que je vais avoir si en fait j'avais une idée de malade et j'avais un truc qui me dévorait et qu'en fait je vais pas au bout de mon projet? C'est quoi les conséquences? Et au final, le poids des regrets, il est encore plus fort que juste le fait de dire ok, ouais, j'ai réussi, j'ai fait une startup, on a fait des trucs, etc. Je trouve que vraiment se repousser par, je sais pas si toi tu as un avis là-dessus, en tout Oui, cas, oui, Romain. évidemment. Mais évidemment, moi, historiquement, de base, enfin, à l'origine, moi, j'ai un diplôme infirmier, donc rien à voir avec ce que je fais là aujourd'hui. Encore que, c'est pas tout à fait vrai, hein, les soft skills, capacité d'organisation, l'empathie, qualité humaine, il y a quand même pas mal de compétences que j'ai développées dans ce milieu-là qui me servent aujourd'hui. Et je me souviens en fait d'un gros déclic dans ma vie. Je faisais déjà un peu le Chief Success Officer, entre guillemets, en tant qu'infirmier conseil dans une boîte. Et puis, il y a un poste de commercial qui se libère et ouais, je me dis, bah ouais, bah, ça m'intéresse, j'aimerais bien y aller, quoi. Et j'ai pas eu l'entretien, on m'a pas proposé, les entretiens se sont faits uniquement en externe et ça m'a fait un truc dans le ventre. Et je me suis dit, ok, bah, si on me donne pas l'opportunité d'avoir cet entretien, bah, il faut que je le sois. Et c'est comme ça que j'ai effacé infirmier sur mon CV, j'ai mis commercial santé, je me suis retrouvé à avoir des entretiens dans parmi les plus grosses boîtes pharmaceutiques sur Paris, des grosses boîtes, que j'ai refusé d'ailleurs. Et j'ai choisi de commencer dans une petite boîte sur la métropole lilloise, une boîte de prestations de santé à domicile. Et en fait, c'est ah ouais, tu me dis non? Ok, bah, je vais le faire. Pareil, les conférences, j'en parlais avec mon associé Éloi, d'ailleurs que je salue, hein, je fais un petit coucou quand il nous regardera. Je lui parlais, c'était début janvier 2023. Je lui dis, ouais, franchement, c'est vrai que ça me dirait bien de faire une conférence, etc. Il me regarde, il fait. Enfin, je lui parlais de TEDx en particulier. Il me dit, ah, c'est bon, calme-toi, redescends d'un étage, peut-être dans 3 4 ans, quand tu seras plus solide, etc. Mais là, c'est trop tôt. Et puis, tu te sens d'être devant un public comme ça. Je l'ai regardé comme ça, je fais OK. Et le karma, le destin, tout ce que tu veux, la loi de l'attraction, ce que vous voulez. Quelques semaines après, je vois une opportunité. Je vois des gars qui lançaient un TEDx, une association d'étudiants et qui cherchaient des speakers. Moi, j'ai foncé directement sur l'occasion et au mois d'avril, j'ai fait mon TEDx. Et effectivement, moi, j'ai toujours ce côté-là. OK, si je ne le fais pas, quel métaverse, quel effet papillon, quelle branche de ma vie va se développer plus successful ou peut-être moins, mais au moins je saurais. Et moi, il y a un truc que je supporte pas, c'est de me dire et si. Et ça, c'est un truc, moi, ça me rend malade. Et du coup, bah, je suis quelqu'un qui va chercher les opportunités, j'ai pas peur. Tu me fermes la porte d'entrée, je passe par la véranda. Tu me fermes la véranda, je passe par la cheminée. Moi, j'aime bien aller au-devant des opportunités. Et si je suis dans ma zone d'inconfort, c'est la raison de plus pour y aller. D'ailleurs, à la base, hein, alors je sais que ça va peut-être vous faire sourire, je suis quelqu'un de très timide, très introverti, plutôt tempérament anxieux. Et c'est la raison pour laquelle je fais des conférences, je fais des lives, etc. C'est parce qu'à la base, je suis comme ça. Et du coup, je suis allé dans mon inconfort et je me suis dit, et ça fait quoi si je vais là où j'ai peur? Et ça fait quoi? Bon, on va essayer. Et ça fait quoi moi, à la base, je suis quelqu'un de pas organisé, j'ai horreur de l'administratif. Je suis entrepreneur, l'administratif, c'est sans arrêt. Ben ouais, mais ça fait quoi si j'essaye? Ben, on va voir. Et du coup, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand il y a des trucs, tu te dis ah ouais, mince, je sais pas si je dois y aller, si pas. Ah ouais, mais je peux pas me permettre de pas y aller parce que du coup, il y a un métaverse qui se crée, un arbre décisionnel où il y a un autre monde. Bah non, je veux que ce soit le monde là, je veux le tester. Et du coup, moi, effectivement, l'aversion, la peur de la perte, la peur des regrets est un moteur très puissant chez moi. On est d'accord. Ok, ouais, non, non, mais c'est intéressant parce que je pense que c'est plus ou moins avivé, ravivé chez les entrepreneurs, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose Ouais, qui push beaucoup de monde et qui fait lever beaucoup de monde le matin et qui donne beaucoup d'énergie en tout cas. Ok. clairement, clairement. Bah, incroyable. Franchement, Romain, on arrive bah, gentiment à la fin. On a vu plein de choses. Je suis ultra content. Je pense qu'avec Jean aussi, c'est vraiment cool. Un podcast qui est riche avec plein de valeurs. Est-ce que
toi, il y a un petit mot de la fin, quelque chose que tu voudrais rajouter, peu importe, tu as carte blanche. Ouais, bah, j'ai quelques 2-3 petites choses à rajouter. Déjà, la première chose pour moi, vu qu'on est quand même sur un podcast relié à la tokenisation et à la blockchain, c'est quelque chose, j'ai mon bâton de pèlerin depuis pas mal d'années. Ça, c'est un élément que je trouve vraiment important. Il faut que la blockchain s'efface derrière l'usage. C'est indispensable. La partie expérience utilisateur. J'ouvre Binance, je fais mon KYC, je mets mes informations, mes machins, je suis validé. Puis j'ouvre un portefeuille numérique, je stocke ma seed phrase, j'envoie l'argent sur un wallet, j'ai peur d'envoyer sur machin sur wallet, puis j'approuve à smart contract. Non, 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 non. Il faut qu'on ait des cas d'usage où finalement tout soit très simple. On s'inscrit avec une adresse mail, on paie en euros, il n'y a pas de mots-clés compliqués. C'est rapide, c'est simple, c'est efficace. Pourquoi Madame Michu, pourquoi moi, pourquoi vous, on paye avec une carte bleue sans contact? Parce que c'est plus simple que de sortir le code. Parce que sortir le code, c'est plus simple que de sortir le chéquier. Point. Le reste, c'est de la littérature. Donc, je pense, ça ne vaut pas pour tous les projets. Des projets DeFi, des projets dans cet ordre-là sont faits pour les happy few. Donc, là, c'est OK. Mais même côté DeFi, moi, je rêve plus de CeFi. C'est-à-dire, tu as une entrée qui est seamless, sans friction, qui est très simple. Même si derrière, c'est de la DeFi, mais Jean-Michel, Jean-Jacques, Madame Michu, Micheline, ils vont pouvoir accéder, pourquoi pas, avec avoir du borrow, du lending, du prêt, des mécanismes financiers simplifiés. Derrière, il y a des machineries par contract, mais devant, pour l'utilisateur, c'est très simple à comprendre. Ils ont juste qu'à appuyer sur un bouton, par exemple. Donc, même la DeFi, pour moi, on pourrait la simplifier avec un dashboard, avec une entrée qui est plus, entre guillemets, CeFi. D'avoir des cas d'usage qui sont plus reliés à la réalité. Et vraiment, enlever toute cette friction-là pour qu'on puisse l'utiliser au plus grand nombre. Donc ça, c'est vraiment le message que je porte. C'est la raison pour laquelle aussi, vous m'avez challengé sur Tyrock sur la partie blockchain. On est sur un podcast lié à la blockchain, donc normal, j'en ai parlé. Mais je vous mets au défi, vous allez voir sur le site web, dans notre communication, etc., on ne parle pas de blockchain. On ne veut pas en parler. Tu veux savoir comment ça fonctionne, tu veux plus d'informations, on peut répondre. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de blockchain pour faire tourner. Et quand il y en aura, j'ai envie de dire, c'est notre problème. C'est plutôt comment on fait tourner la machine derrière, mais on n'a pas besoin de vous. Enfin, on nous pose la question, on vous répondra, mais on ne communiquera pas forcément là-dessus. Les meilleurs projets ont une vitrine Web 2 et ont une cuisine Web 3. Moi, c'est ce que je pense. En tout cas, les projets. J'aime bien cette phrase. Vitrine Web 2 et cuisine Web 3. J'aime bien ça. Ça, c'est une de mes punchlines favorites. C'est cool, ça. Et du coup, bon, il y a d'autres projets qui auront besoin de Web3 et même en vitrine. Mais en tout cas, les projets qui vont aller sur le mass market, l'adoption, ça va être ceux-là. Ça va être ceux où, en fait, c'est une simplicité d'usage. Et d'ailleurs, je rappelle une chose, c'est que ChatGPT, pourquoi il a explosé? Ce n'est pas la technologie. Hein. La techno, elle est là depuis des années. Hein. C'est l'expérience utilisateur. Tu cliquais, tu comprenais tout de suite ce qu'il fallait faire. Et en fait, le plus grand nombre a pu l'installer et l'utiliser de manière la plus simple possible. Et donc, en fait, c'est ça. C'est d'avoir permis une expérience utilisateur la plus facile possible qui a permis à ChatGPT d'exploser. Et donc, je pense que dans la blockchain, il faudra utiliser aussi ces enjeux-là afin de pouvoir rendre la blockchain utile au plus grand nombre. Et allez, une dernière chose là, un peu plus personnelle. Une citation d'Oscar Wilde. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Yes! Yes, celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est très, très belle. Soyons uniques. On est tous uniques. On a tous quelque chose à apporter au monde avec notre façon, en étant nous-mêmes, et on est parfait comme on est. On n'est pas assez, ou non, on est juste bien comme on est. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et même dans le community building, dans le personal branding, voilà, si tu es quelqu'un de très sobre, très sérieux, publie de manière sérieuse. Si tu es quelqu'un un peu dégène, sois dégène. Enfin, soyez vous-même. Je veux dire, de toute façon, les gens le sentent quand vous racontez des histoires, quand vous n'êtes pas dans la réalité. Ça se voit, ça se ressent. Soyez juste vous-même. Tu vois, là, regarde. Et sur le long terme, de toute façon, ça ne tient pas. Donc, regarde là, j'ai pas de casquette, j'ai une écharpe, ça ne change rien. Je suis même Romain, j'ai la même énergie, j'ai la même façon de sourire. J'ai des punchlines comme avant, j'ai aussi de temps en temps des traits d'humour. En fait, je n'ai pas changé. Je pourrais mettre une perruque, je serais exactement le même. Et c'est ça aussi qui est dans le business que c'est important, c'est quand les gens… En fait, la notion d'être soi-même, tu as aussi une notion de, comment dirais-je, de réassurance. Parce que du coup, la personne, elle est stable. Tu peux aussi apporter de confiance à quelqu'un
qui, entre le lundi et le mardi, ne va pas changer de comportement, qui, s'il est avec un député ou s'il est avec un étudiant, bah, il va te regarder de la même façon, il ne va pas te regarder de haut en fonction des gens avec qui il est. Enfin, tout ça, c'est entre guillemets pour moi englobé dans les valeurs humaines. Et pour moi, le business aussi est avant tout une affaire d'humains, d'hommes et de femmes. Et ça aussi, c'est une chose sur laquelle je voulais insister aussi en fin de ce podcast. Le business, c'est de l'humain, avant tout. La technologie, on s'amuse, c'est génial, c'est drôle, etc. Mais avant tout, c'est de l'humain. Le reste, c'est que de la littérature. Ouais. 100%, 100% des collègues, 100% des personnes qui travaillent dans une entreprise sont des humains, 100% des clients sont des humains. Donc à un moment donné, si tu comprends pas l'humain, c'est compliqué, quoi. Donc il faut. D'où mon parcours dans le milieu de la santé, mes soft skills qui m'ont permis de vraiment comprendre c'est quoi le logiciel d'un humain. Et que bah, là, aujourd'hui, ces compétences développées dans toutes ces années me sont indispensables dans mon quotidien d'entrepreneur, clairement. Faut comprendre les autres pour pouvoir bien interagir, bien communiquer et bien avancer tous ensemble de la meilleure des façons. Non, mais 100%. L'humain est toujours au centre dans tous les cas. Et Exactement. on est aussi tous persuadés que la blockchain doit disparaître. Et le Ouais. problème, c'est que la plupart des gens, comme en fait, on commence tous à apprendre le Web3 par la blockchain, par les cryptos, par la tech, bah, quand les gens l'expliquent, c'est qu'ils expliquent directement ça en disant ah, bah, je suis dans le Web3, je travaille sur la blockchain, boum. Là, directement, ça met un frein, une barrière, et en fait, le retail a du mal. Et c'est pour ça que ça explose pas aussi vite qu'on aimerait. Alors oui, il y a une petite adoption sur les cryptos et le Bitcoin, ça commence, mais tout ce qui est autour de la blockchain, c'est encore vraiment trop léger parce que c'est trop présent. Et comme justement on en parlait, il y a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de tech, et eux, la première chose qu'ils expliquent quand ils expliquent ça, bah, c'est la partie trop technique. Bah, du coup, les gens se disent oh là, mais c'est pas fait pour moi, c'est beaucoup trop technique. Et le jour où la blockchain va disparaître, où le KYC est beaucoup plus facile à faire, que voilà, tout ce processus un petit peu long va disparaître, bah, la blockchain elle va exploser, sans même que les gens sachent ou comprennent qu'ils sont sur la blockchain. Donc ça, 100% Bah, ouais. d'accord. J'ai une petite astuce pour vulgariser et intéresser à la blockchain. Je m'intéresse à l'autre, justement. Je leur demande c'est quoi ses passions, est-ce qu'il est intéressé au foot, à l'immobilier ou autre. J'ai toujours au moins un cas d'usage relié à une de ses passions qui va sortir. C'est clair. Donc, par exemple, Sorar, à l'époque, moi j'ai des copains qui me disent c'est quoi ton Bitcoin là, avec l'accent en plus, le Bitcoin, c'est l'accent du Nord, le Bitcoin, là, on s'en fout, ça sert à rien et tout. Je commence à leur parler de Sorar. Je dis ouais frérot, t'es fan de Marseille toi? Ouais, ouais, Marseille. Bah, j'écoute si tu veux, je vais te monter un lien. C'est super sympa, c'est des cartes de Panini. C'est comme des cartes de Panini virtuelles. Et en fait, c'est relié au monde réel. C'est-à-dire qu'en fonction des notes dans la vraie vie, bah, les cartes vont évoluer. Ah, c'est génial. Il me dit ouais, ben j'ai des cartes digitales, des cartes de Panini digitales. Il me dit c'est génial, etc. 3 mois après, il m'envoie un message. Ouais, frérot, j'ai mis 3000 € dans machin. Tu me dis d'investir sur quoi? Je dis, mais je t'ai jamais dit d'investir. Je t'ai juste dit d'essayer. Ouais, t'es NFT, moi je vais comprendre. Et du coup, je mets dans le Bitcoin, dans l'Ethereum. J'ai entendu parler de Solana. Il y a un copain qui m'en a parlé. Et ouais, mais en fait, le mec il était rentré via une passion, le foot, avec des cartes de Panini virtuelles. C'est ça, Soar. Point. Enfin, le reste, c'est du blabla. C'est des cartes de Panini virtuelles. Et du coup, il s'est intéressé derrière comment ça fonctionne la tech. Mais si tu arrives par quelque chose qui est gamifié, qui est agréable, bah derrière, après, tu t'intéresses comment ça fonctionne. Moi, le Bitcoin, j'étais passionné de finance, etc. Donc, le Bitcoin, pour moi, c'était un gâteau qui m'a donné envie de goûter le gros gâteau. Mais tout le monde n'est pas intéressé par l'aspect monétaire. Trouver ce que les gens, ce qui les intéresse, et on trouvera toujours en général un cas d'usage qui est relié à leur passion. Et au moins, tu rentres dans l'écosystème, tu t'y intéresses par quelque chose qui est agréable et non quelque chose qui fait des fractures de cerveau. Ouais, c'est un bon hack en tout cas pour expliquer simplement aux gens, comme tu dis, à demander, poser déjà des questions en fonction de savoir connaître la personne, connaître un petit peu les choses qu'elle aime et ensuite trouver des cas d'usage. Et ce qui est cool, c'est que justement, avec toutes les personnes différentes qui passent sur le podcast, avec tout, enfin, et même dans la vraie vie évidemment, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui parlent de cas d'usage, de boîtes qui sont différentes, qui font des choses différentes, etc. Et du coup, tu peux facilement trouver un truc, de dire, ah ok, bah, tu sais qu'il y a un projet, par exemple, tu peux faire ça, 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 et de cacher, enfin de maquiller, entre guillemets, l'aspect tech, en tout cas, ouais, 100%. La proposition de valeur unique, la PVU, proposition de valeur unique. À quoi ça sert? Le reste, c'est du blabla, on s'en fout. C'est de la littérature, comme tu dis si bien. J'aime bien Ouais. ça.
Le reste, la littérature. Je vais te piquer pas mal de punchlines, je crois. Hein. Juste, Il y tu en a mets un des- peu de juste, tu mets un peu de royalties, tu tokenises les royalties, je prends un petit pourcentage. Bon, écoute, trop bien en tout cas. Mais merci en tout cas d'avoir été avec nous. C'est un Super plaisir. épisode. Merci pour ton temps. On sait qu'il est précieux. Et on va mettre tous les liens pour que vous puissiez contacter Romain si vous le souhaitez. Avec plaisir. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de projets. Et l'avenir ça s'annonce très beau en tout cas. Merci à tous. Merci Romain d'avoir été avec nous. Merci à Merci vous. Au Romain, à revoir. bientôt.